On se lance dans le rendez-vous jeu avec l'énorme Twitch leak qui va révéler toutes les informations secrètes d'Amazon. On a aussi le Super Smash Bros Direct avec le dernier personnage qui a été annoncé, le Tokyo Game Show et bien sûr la Nintendo Switch OLED avec quelques discussions peut-être sur Metroid Dread et quelques mots sur Far Cry 6. Bref, ça fait un programme bien chargé et on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Je vous ai déjà détaillé le programme, donc je ne vais pas vous le faire une deuxième fois. Il y a de la matière et pour écumer toute cette matière, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un petit peu celui qui est mon mari du rendez-vous jeu. Ça fait un bon moment qu'on se connaît. On s'est dit oui il y a plusieurs années pour le podcast. Comment vas-tu, J.K. Loret ? Ça va très bien et comme on disait avant, on est aussi content de se retrouver tous les deux. Là voilà, les chandelles sont mises, la petite musique C'est ça. un peu romantique, lumière tamisée. On va passer un bon moment. On va être bien. Alors, si tu veux que je rende les choses un petit peu weird, il y a quand même tout Twitch qui est en train de nous regarder, de nous écouter. Donc, notre intimité Ouais, écoutez, on est des créateurs de contenu. Oublions-les, voilà, faisons comme si on était seul au monde. Oublions le reste, tu as bien raison. Donc on est évidemment sur Twitch, on sera sur YouTube parce que je mets les replays sur la chaîne YouTube dédiée à ça maintenant pour ceux qui aiment regarder sur YouTube et bien sûr en podcast, ça va sans dire. Et tout ça est rendu possible grâce à bien sûr notre passion et notre volonté, mais aussi grâce aux sous que nous envoient des gens comme Antoine, comme Jez Chris, Travis Kramer, Tari Rock et évidemment Claude Girel, le producteur de cet épisode, tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Et si vous écoutez l'émission gratuitement, c'est grâce à eux qu'elle existe. Et si vous l'écoutez sur le flux privé où il y a zéro pub, merci à vous de permettre à cette émission d'exister. Pour l'after show qui est justement sur ce flux privé, je me disais qu'on allait peut-être parler de ce que Netflix peut faire dans le jeu vidéo, mais avec le leak Twitch, je me demande si ça serait pas un autre sujet de discussion bonus pour les auditeurs qui écoutent par le flux privé, les patriotes. On a les deux qui peuvent fonctionner. Vous me direz ce que vous préférez, c'est des suggestions, mais après c'est le petit moment communautaire où on est entre nous, donc je fais comme la communauté le décide. Mais du coup, JK, c'est bon, t'es en forme. C'est occupé cette fin d'année quand même. Et il y a des news qui se rajoutent en plus. Donc, on est bien chargé quand même. Ouais, non, mais entre les grosses sorties de jeux et puis les grosses plateformes qui se font pirater ou qui tombent. Alors, Facebook, Facebook, c'est pour le rendez-vous tech, mais on a de quoi faire. On a clairement de quoi faire. Écoute, je suis très heureux que tu sois avec moi. On va commencer peut-être avec la news la plus chaude, mais qui n'est pas forcément la plus longue. On va parler de l'énorme gigalique de Twitch. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je pense que la Terre entière est au courant. Mais pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a eu un leak d'énormément de données de Twitch qui a été confirmé par Twitch eux-mêmes. C'était un petit peu incertain pendant un moment. Et puis, ça a été confirmé il y a quelques heures, je crois, par Twitch. Et ça contient en fait tout le site Twitch, c'est-à-dire le code source, tous les éléments techniques, leurs projets, leurs documents, etc. Et également, le truc qui a fait sans doute le plus de bruit, c'est les payouts de Twitch, donc des Twitchers. Les payouts, ça veut dire l'argent qui a été versé par Twitch aux streamers. Et évidemment, certains se sont empressés de résumer les données les plus croustillantes avec les plus gros streamers et ceux qu'ils ont touchés. Alors, je vous résume rapidement ce qu'il faut en retenir. Les mots de passe, contrairement à ce qu'on a pu entendre, a priori, les mots de passe ne sont pas impactés, mais bon, pour être certain d'être tranquille, il vaut mieux quand même changer vos mots de passe Twitch et mettre une authentification double facteur. Ça vaut pour tout. Donc ça, c'est pas, a priori, c'est pas un problème, mais comme ça, vous serez tranquille. Twitch, le truc le plus intéressant à mon sens, c'est le projet Vapor, qui est en fait un concurrent de Steam sur lequel, vous comprenez, Vapor, donc la vapeur et Steam, c'est ça. Sur lequel, c'est très très subtil, sur lequel il travaillerait en fait Twitch.
Donc ça serait assez logique entre Amazon et Twitch, l'environnement jeux vidéo, de proposer une boutique de jeux vidéo qui serait intimement liée à Twitch, peut-être même intégrée à Twitch. Et alors, soit ils ont travaillé dessus, soit ils travaillent encore dessus, c'est pas 100% clair, mais il est très possible qu'on en entende plus parler dans pas trop longtemps. Donc ça, pour moi, c'est le truc le plus important qu'on ait appris ou qu'on ait confirmé avec ce leak. Mais le truc qui fait le plus de bruit, c'est les questions de revenus. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui ont compilé les données. Je vous fais le résumé des données qui nous intéressent le plus. La première, c'est que les plus gros streamers... Alors, attendez, je vais reprendre le Twitch de No Something et No Nothing TV. Les plus gros, ils ont gagné sur la période des 2 ans entre août 2019 et octobre 2021 entre 10 millions et 1 million de dollars. C'est l'argent que Twitch leur a versé après avoir pris leur commission, bien sûr. Et il faut noter que ça ne comprend que l'argent que Twitch a versé et pas les partenariats sponsoring qu'ils peuvent avoir sur leur chaîne par ailleurs. Et donc là, on parle de la centaine des plus gros. Le premier, c'est Critical Role, mais c'est une chaîne de jeux de rôle live, donc c'est un petit peu particulier, ils sont beaucoup. Le deuxième, c'est XQC, un ancien joueur de l'Overwatch League, qui est très, très, très populaire et qui a gagné 8 454 427 dollars et 17 centimes entre août 2019 et octobre 2021. Très peu de femmes dans le top 100, il y en a 3. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui ne sont pas simplement des hommes blancs. On n'a pas fait le calcul, mais clairement, c'est la catégorie qui domine, on va dire. Et pour ce qui nous intéresse en France, il y a 2 streamers dans cette liste. C'est Zerator qui a gagné 1,4 million de dollars et Locklear qui a gagné 1,1 million de dollars. Donc voilà pour les données. Évidemment, ça fait beaucoup réagir sur l'Internet, comme vous pouvez l'imaginer. Peut-être un tout petit peu... Comment dire ce que j'ai constaté, c'est beaucoup de gens qui sont outrés par l'outrage que provoquent les sommes. Et en fait, beaucoup plus de gens qui sont outrés par l'outrage, genre « Ah, mais laissez-les tranquilles, ça va, ils ont gagné de l'argent, ils ont bossé pour », beaucoup plus que de gens qui sont effectivement outrés. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate parfois. Je devrais dire qu'ils sont choutrés pour être brandés avec mes nouvelles emotes. Je pense que, en fait, c'est un phénomène qu'on constate parfois. Il y a assez peu de gens qui sont effectivement outrés par le truc, mais les réactions à cet outrage, on les entend énormément. Bref, ça n'importe pas énormément. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire, Jika? Est-ce que ça t'a fait réagir? Ça t'a ému? Ouais, non, alors, ému, je sais pas, je n'irai peut-être pas jusque-là. Après, je vais peut-être te décevoir, mais c'est vrai que moi, bon, c'est pas du tout un. Enfin, je consomme peu de Twitch, quoi, peu de stream, peu de choses comme ça. Peut-être que je suis trop vieux, peut-être que voilà, je suis trop à l'ancienne. Euh, j'ai quand même été surpris par les sommes. Je pensais pas qu'un streamer vraiment populaire pouvait gagner autant. Euh, En plus, hors OPSP, hors sponsoring, hors tous ces trucs-là. Donc, j'ai été surpris, pas spécialement choqué, parce que bon, moi, je me suis dit, voilà, s'il y a un endroit où il y a de l'argent, il y a de l'argent à se faire, bah, ils n'ont pas forcément tort de pas y aller, quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Zerator, il s'est fendu d'un très long, enfin, d'un assez long thread sur Twitter où il explique de manière assez honnête et objective et assez factuelle ce chiffre, etc. Et il explique notamment que, bah oui, ok, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est vrai que derrière, bah, il organise beaucoup d'événements qui coûtent de l'argent eux-mêmes, il a une société de prod, etc. Donc, c'est plus dans le cas de Zerator, notamment, spécifiquement, voilà, c'est le chiffre d'affaires d'une société. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins, voilà, ça peut moins choquer, entre guillemets, plus d'un million qu'un mec tout seul dans sa chambre qui va gagner cette somme-là. Donc, voilà. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas d'avis
d'avis ni négatif ni positif sur le truc, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. Alors, ça reste un leak, etc. Mais je trouve ça bien qu'on ait quand même une transparence là-dessus. Mm. C'est vrai qu'en France, dès qu'on commence à parler d'argent, il faut surtout pas parler de ce qu'on gagne, de son salaire, etc. Que ce soit assez ou pas assez. Ça, je sais pas si c'est vraiment spécifiquement français. Peut-être qu'aux États-Unis, ça a fait beaucoup moins réagir. J'en sais rien. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez français. Mais voilà. Donc, c'est vrai que ça m'émeut assez peu et ça me fait même réagir assez peu. Désolé, j'ai pas beaucoup plus de trucs à dire, mais Non, bah, je crois que c'est, à vrai dire, je crois que c'est même l'ambiance générale. Bien sûr, on entend ceux qui parlent très fort. Il y aurait des choses à dire, hein. C'est vrai qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus, c'est-à-dire que le décalage entre XQC et Summit, ça passe de 8 500 000 à environ 6 millions, donc on perd 2,5 millions, et puis ça continue à descendre. Après, comme tu le dis, bah, dans le cas de Zerator, c'est une société. Il y a aussi, beaucoup de gens ont noté le fait que Zerator, il est en France, et il vit en France, il paye ses impôts en France. ils payent ses impôts en France. D'autres comme Locklear, par exemple, se sont expatriés à Malte. Et visiblement, c'est une chose qui se fait pas mal dans le milieu du streaming. Alors je ne vais pas vous dire que ça me choutre complètement, mais je trouve ça quand même pas top. C'est un petit peu de l'évasion fiscale quand même, quoi. Après, il fait ce qu'il veut, mais il vit avec ses responsabilités. Moi, je trouve ça moyen. Mais bon, c'est vrai que les sommes dont on parle, c'est sur 2 ans. Donc 1 million, 1 400 000, ça choque parce que c'est un gros chiffre. Mais c'est sur 2 ans. C'est avant les impôts, les taxes, etc. Il y en a, je crois que Zerator a plus d'activités professionnelles dans sa société que ne le fait Locklear. Mais s'il veut s'acheter des trucs, Locklear, alors que Zerator préfère réinvestir dans des streams, des événements, bon, à la limite, ce qui me gêne dans les rares réactions qu'on a vues qui étaient un petit peu, comment dire, outrées ou choutrées, c'est qu'on n'aurait pas ce type de réaction avec un musicien, un chanteur, un rappeur qui gagnerait de l'argent comme ça C'est parce vrai. qu'il a du succès. Moi, je trouve qu'il n'y a pas moins de légitimité pour un streamer que pour un artiste de gagner de l'argent. Et puis, bon, on Mm. ne parle pas de 200 millions, hein, c'est 1 million sur 2 ans. Et puis même si c'était plus, tant mieux pour eux. Et je suis sûr que, comme tu le dis, d'une manière générale, là, ce qu'on pense, c'est que les revenus de Twitch directement, ça dépend des gens, des configurations, ça représente genre 30% des revenus totaux d'un streamer. Donc les vrais chiffres sont certainement plus élevés. Mais bon, Ouais, ils sont voilà. bien plus élevés, oui, oui, oui. Bah, c'est clair que les OP, je connais pas les tarifs des OP, mais en général, une OP, quand tu es un gros streamer, c'est très bien payé. Donc oui, clairement, ce chiffre, il est sous-estimé, quoi. Ouais. Enfin, sous-estimé, oui, les chiffres des revenus réels sont plus Oui, importants. oui, par rapport à ce qu'ils gagnent réellement à la fin du mois, en comptant les OPSP, les trucs de sponsoring, etc., quoi. C'est ça. Après, Et puis, il y a tout le monde ne fait pas d'OP non plus, quoi. non, bon, généralement, je pense qu'à ces niveaux-là, c'est quand même commun. Et puis, il y a des Mm. chaînes YouTube qui ramènent un petit peu de beurre dans les pâtes, tu vois, avec la pub. Il y a des trucs comme ça. Il y a des gens qui remarquent que, Patrick, je suis évadé fiscal, moi aussi. Effectivement, en Finlande, je suis venu payer. Alors, je pensais que ça serait beaucoup Ah, plus en Finlande d'accord. d'impôts. En fait, c'est plus ou moins équivalent, il semble. J'ai payé qu'une année encore mes impôts en Finlande. C'est plus ou moins équivalent. Par contre, la TVA, oui, c'est 24%. Donc, c'est pas ici que je vais payer moins de taxes et d'impôts, on va dire. Et puis, le truc qui Ah oui. m'intéresse aussi, à vrai dire, peut-être un peu plus que ceux qui gagnent beaucoup, c'est les streamers qui gagnent assez pour vivre. Alors ensuite, on peut estimer les sommes que ça représente, mais je crois que c'est... qui a dit ça? Oui, c'est... Y Pierre, que je ne connais pas, et Pierre, qui est un streamer, qui a compilé ces infos, qui disait que sur 9 millions de streamers actifs, alors actifs, ça peut être qui a streamé une fois dans le mois, j'imagine, mais sur 9 millions de streamers actifs, il n'y en a que 5 000 qui gagnent plus que le SMIC et 2 200 qui gagnent plus que le salaire moyen en France, donc on va dire 5 000 qui gagnent plus que le SMIC. Il a également mis un pourcentage dont il a dit dans les tweets suivants que ce n'était pas forcément intéressant de réfléchir par pourcentage parce que les 9 millions de streamers actifs, ça ne veut pas dire grand-chose, mais donc c'est 0,54%, évidemment, c'est très très faible. 5 000 streamers actifs qui gagnent plus que le SMIC dans le monde, hein, rien que par Twitch. Je ne sais même pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, raisonnable ou pas raisonnable, mais c'est une donnée qui est intéressante à noter, quoi. Donc, voilà. Et toi, Patrick, ta chaîne Twitch, elle te rapporte combien par an? Sois honnête. Soyons honnêtes. Écoute, Au moins ce que gagne Zerator, j'imagine.
Au minimum, non. Écoute, je peux. Tu sais, c'est facile d'en parler parce que c'est pas grand-chose. J'avais atteint le seuil de 100 € il y a quelques mois. Après des mois Par mois? de travail, enfin après des mois de stream sur Twitch, et j'ai Mmh. remonté le seuil pour pas m'emmerder avec le paiement et la facturation, tout ça, parce que moi j'ai une vraie société qui facture, qui paye ses taxes, Oui, c'est vrai. etc. Et donc je l'ai remonté à 500 €. J'ai pas encore atteint les 500 €. Donc Ah ouais, d'accord. Toi, c'est l'inverse. Tu as pas envie, c'est d'être ça. emmerdé, tu veux pas trop gagner. Tu veux Moi, pas trop gagner, quoi. 100 € sur 6 mois de travail, j'avoue que, heureusement, grâce à vous, je suis dans une Ouais. situation où, faire la facture et tout ça, je le ferai, hein, bien sûr, je dis pas non, mais je l'ai remonté à 500 € et puis on en reparlera dans 2 ans, quoi. Mais oui, C'est évidemment, ça. Twitch n'est pas une source de revenus qui compte pour moi, et ça, vous en doutez. Euh, donc oui, non, c'est pas Twitch, je n'apparais pas dans les 100 premiers. Certains étaient déçus de ne pas m'y voir. Euh, alors, c'est marrant, il y a Omnael qui dit: «J'espère qu'aucun petit streamer ne regarde ça». Bah, c'est malheureusement, au bout d'un moment, tu sais, si on parle de SMIC, moi, par exemple, le SMIC que je me paye, j'ai aussi les dividendes. Je ne gagne pas que le SMIC, heureusement, mais rien que le SMIC, je paye, il faut rentrer dans la société le double du SMIC pour pouvoir te payer le SMIC quand tu es dirigeant de la société. Donc, ça fait quoi? 2 500 € par mois, ça fait sur l'année 25 000, 30 000 pour le salaire. Donc, oui, si sur l'année, tu dois rentrer 30 000, rien que pour le salaire, après, il y a les taxes, les impôts sur société, il y a les achats que tu dois faire, enfin plein de choses. J'espère que, effectivement, les 100 € pour les gens qui en font vraiment leur métier, ils peuvent se permettre de décaler de quelques mois la sortie de la société, enfin la sortie de stream des 100 € parce que c'est malheureusement comme ça qu'il faut faire compter les choses, quoi. Si tu es à 100 € près, on revient à une discussion qu'on avait eue il y a quelques mois au moment du changement du montant des revenus. Moi, je pense qu'il ne faut pas se lancer en professionnel quand 100 € peuvent vraiment te faire basculer ton mois, quoi. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Dont on pourrait peut-être reparler. Je réponds à Thomas qui attend qu'on parle de Outer Wilds, le GOTY. J'ai hyper envie de jouer à Outer Wilds, l'extension. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps et je veux me laisser le temps de vraiment y jouer, de bien m'immerger dedans. Donc, ça arrivera à un moment, mais malheureusement pas encore. Par contre, j'ai testé plein de choses dont je pourrais vous parler. Parlons un petit peu du Smash Direct. Est-ce que tu as suivi avec attention et passion le Smash Direct? C'est pas ton truc, je crois, hein. Alors tu sais quoi? Non, enfin Smash, sans plus, mais je trouve ça assez cool quand même, la ferveur qu'il y a autour de cette série et de son créateur, dont j'ai oublié le nom là justement, qui a pris sa retraite, enfin son créateur, son Sakurai, directeur. c'est Masahiro Sakurai, c'est Sakurai, ça? voilà. Ouais, c'est Sakurai. Et je l'ai suivi indirectement parce que j'étais dans l'open space de jeuxvideo.com au moment du Smash Direct et j'entendais certains de mes collègues qui ont hurlé au moment de l'annonce. Alors, certains étaient contents, d'autres non, d'autres non, au moment de l'annonce du dernier personnage. Donc, je l'ai forcément suivi, quoi. Même si je voulais pas, j'avais pas le choix, quoi. Je crois qu'il était difficile de l'ignorer, hein, sur le net. Ouais, ouais. C'est comme beaucoup Sur d'entre vous Twitter, le c'était savent n'importe déjà. quoi, ouais. C'était la fête, hein, sur Twitter. C'est Sora de Kingdom Hearts qui est le dernier Ouais. personnage et c'est important parce que d'une part, c'est Sora qui était très attendu, puis d'autre part, c'est le dernier personnage de Super Smash Bros Ultimate. Ils ont dit que c'était terminé après ça et donc que Sakurai peut aller enfin se reposer après 21 ans de dur labeur, combien 22 ans même de dur labeur. Pouah, c'est C'était incroyable. Ouais, ouais. Puis 98, le nombre. je crois. Le premier Smash, ouais, je pense à peu près, ça doit être fin des années 90. Et surtout, là, j'ai pas le chiffre en tête, mais du coup, il y aurait combien de personnages dans ce Smash? Enfin, c'est incroyable en Ah, au termes de total, roster. j'ai plus 50, Ouais, 60, 70, c'est complètement ouais, fou. ouais, c'est C'est, assez c'est, fou. mais bon, pour un jeu qui n'est pas un vrai jeu de combat, tu peux ajouter des personnages, hein, c'est pas très technique. Ouais, Donc, et après, je me suis posé la question de pourquoi ne pas. t'as même pas noté mon énorme taquinade
Donc, c'est pas grave. Ah, pardon? Vas-y. Non? Non, je dis que c'est pas Pardon. un vrai jeu de combat, Smash, mais Oh là là, je attention, veux me faire attention ce que tu engueuler. dis. T'es fou, toi. T'es fou. Non, je me suis posé la question de, c'est vrai que c'est le dernier personnage, pourquoi ne pas avoir mis un personnage de Nintendo? Mais je me dis peut-être qu'ils ont mis tous les personnages de Nintendo déjà et qu'ils en ont plus en fait. Ils en ont plus. C'est peut-être ça, hein, je sais pas, hein. Enfin, Thomas nous je dit que pense c'est honnêtement que carrément tout. 90 personnages hein, dans Smash Ouais, Ultimate. ouais, c'est ouf. C'est ouf. Euh, Mais voilà, donc Smash, moi je suis parce que je te dis encore une fois, il y a pas mal de gens à la rédac de jeuxvideo.com qui sont fans et donc tous les midis ça joue à Smash, donc des fois je regarde une partie et tout quoi. Mais et puis moi j'ai quand même joué pas mal à l'épisode GameCube, enfin pas mal. À l'époque GameCube et un Melee. petit peu à l'épisode Wii. Ouais, mais c'était Melee, ouais, sur GameCube. Melee, c'est celui qui a été le plus populaire sur la scène C'est e-sport. clair. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais Melee est extrêmement populaire. Je, Et puis un petit peu à l'épisode Wii aussi. je crois qu'Ultimate a réussi enfin à déloger Melee, même si je suis sûr qu'il y a encore des Ouais. gens qui se baladent avec leur GameCube pour jouer spécifiquement à Oh bah Melee oui. quand ils vont à, à l'Evo. Bon, là, en l'occurrence, l'Evo Mm. n'était pas en physique, donc... mais c'est assez notable, Sora, vraiment. C'est assez notable parce que c'était, d'après Sakurai, il n'avait pas pu nous le dire à l'époque, mais en 2015, quand ils ont fait le sondage pour demander qui est-ce que vous aimeriez voir dans Smash, le personnage le plus demandé de très très loin, c'était Sora de Kingdom Hearts. Et il a dit avec sa sobriété légendaire, et donc ça a été un petit peu plus de travail pour gérer administrativement les droits, pour réussir à intégrer Sora, parce que évidemment Kingdom Hearts c'est une licence qui est détenue en partenariat par Square et Disney, et on peut tout à fait imaginer que pour que Disney accepte de livrer Sora, parce qu'il y a des trucs tout cons, mais le petit symbole les oreilles de Mickey sur l'épée, la clépée de Sora, tout ça, ça a dû être géré par les départements légaux pendant des mois et des mois. Et donc, c'était le personnage de très très loin le plus demandé. Donc, c'était assez marrant et ça explique l'explosion de joie de tous les fans. Et puis en plus, donc effectivement, c'est le dernier, quoi. Donc, c'est la fin de ces rendez-vous. Même moi qui suis pas, vous l'aurez compris, vraiment un fan de Smash, ça me faisait quand même un petit quelque chose de voir le nouveau personnage, de voir surtout, comme tu le disais, la ferveur de l'Internet. Et je crois que, comme je le dis parfois, les fans de Nintendo sont les fans de consoles les plus positifs, parfois à l'excès, mais je trouve les plus positifs. Et en particulier dans le cas de Smash, bon, même s'il y a des gens qui se plaignent de « Ah, c'est encore un épéiste, machin », généralement, c'est plutôt bienveillant à quasiment tous les niveaux. Tout le monde aime bien Sakurai, tout le monde aime le jeu. Il y a des gens qui sont un peu taquins comme moi parfois, mais voilà, c'est bon enfant. Et du coup, c'est la fin de ça aussi, un petit peu. Donc, bon, je suis sûr qu'il y aura un autre Smash pour la prochaine console de Nintendo, mais c'est quand même un moment un peu particulier, quoi, on va dire. Par contre, du coup, Sakurai prend sa retraite, c'est ça, de Smash. Il fera pas les prochains non plus. Bah, on sait pas, mais On sait pas ça encore. ça fait Ouais. 10 ans qu'il dit qu'il veut prendre sa retraite, que Nintendo le ressort du placard parce qu'il Oui. y a que lui, tu vois, qui sait gérer Smash. J'imagine que sur celui-là, il a dû dire bon, je fais celui-là, mais alors on entraîne mon remplaçant, il va me suivre comme mon ombre, et pour le prochain, ça sera plus moi parce que j'en peux plus, quoi. J'imagine. Mais bon, on sait pas, on sait pas. S'il y a un prochain, enfin bon, il y aura un prochain. Mais bon, C'est pas possible qu'il n'y ait pas c'est un pas tout de suite, prochain, quoi. hein, je crois que... Mais pour le prochain, bon, du coup, il n'y aura pas tous les persos, parce que là, comme il le disait dans la chatroom, Mais 90 persos, tu vas revenir à un roster un petit peu plus c'est léger. ce que Enfin, je me dis, en fait, on est arrivé à une version tellement ultime, excuse-moi du mauvais jeu de mots de Smash Bros. Tu dis que c'est un peu comme Mario Kart 8 Deluxe sur Switch qui est ressorti. Tu te dis c'est vraiment le Mario Kart le plus complet, avec le plus de contenu. C'est le Mario Kart parfait entre guillemets. Et Smash Bros, même si moi j'y joue pas, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça aux yeux des fans. Donc Nintendo doit se dire qu'est-ce qu'on fait après ça, quoi. ouais. Enfin, comment on renouvelle la formule. Enfin, c'est vrai que ça doit pas être facile, quoi. Et puis là, oui, c'était un truc qui était tellement exceptionnel, avec des personnages de tellement de licences, c'était complètement Mm. fou. Et comme le fait remarquer Cassim, il y a en plus de Sora
Et d'ailleurs, il y a, on peut peut-être en parler un peu plus longtemps si tu veux, mais il y a Kingdom Hearts qui arrive en version streaming sur Switch, parce qu'il y a que des personnages de jeux qui sont disponibles sur Switch. Mais donc Kingdom Hearts 1, 2 et 3, enfin la collection avec 1,5 plus 2,5 HD Remix, machin, toutes ces versions, qui arrivent sur Switch, mais uniquement en streaming. Donc ça, c'est bon, voilà. Et il y a aussi le Doom Slayer en mi-costume. Et donc, comme le fait remarquer Cassim, on peut jouer Marie de Animal Crossing contre le Doom Slayer dans un jeu de combat. Ça, c'est le crossover ultime, effectivement. Vous vous Voilà, souvenez de la sortie des jeux le en fameux même temps l'année crossover, ouais. dernière. Ouais. Donc voilà. Exactement. Bon, bah au revoir. Merci. Écoute, Monsieur belle vie à Sakurai. voilà et Sakurai, repose-toi bien surtout parce qu'à mon avis, il en a C'est besoin. ça, je pense. Tokyo Game Show. Ça me fait partir la voix. Tokyo Game Show, Ouais, à donc, ce point-là, ouais. bah écoute, tu sais, le Tokyo Game Show, c'est plus le Tokyo Game Show de la grande époque, hein. Il y avait une époque où vraiment le Tokyo Game Show, c'était un énorme moment du jeu vidéo. Ah Je bah, c'est crois, sûr. ouais, enfin c'est clairement. Euh, je crois qu'aujourd'hui, les développeurs japonais sont tellement au courant, concentrés sur l'Europe et l'Occident, en fait, les États-Unis et l'Europe, que du coup, mécaniquement, bah, ils sont plus présents dans les événements, les gros trucs où on a des annonces en Europe. Et du coup, il en reste un petit peu moins pour le Japon. Il y avait un article, je crois que c'était IGN qui a fait un article intéressant qui expliquait pourquoi ça s'est produit. Et en partie, le marché des consoles, et en particulier la PS4, bah, ça représente une beaucoup plus petite partie de l'ensemble du marché du jeu vidéo au Japon. Et donc, bah, il s'intéresse au reste par rapport aux générations précédentes, en particulier PS1, PS2. Et donc, il s'intéresse à l'Occident parce que c'est mécaniquement obligatoire. Ils ont besoin de nouvelles sources de revenus. Et puis, ils se sont aussi rendus compte que quand tu sors un jeu en même temps partout et que tu le mets sur Steam, eh ben, ça fait des sous. Et du coup, ça correspond un petit peu à certaines des annonces. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il fallait retenir de ce TGS, mais il y en a qui collent bien. On commence avec le Xbox Showcase. Phil Spencer est allé draguer les Japonais et c'est plutôt pas mal. Alors, il a dit on se concentre beaucoup, on fait énormément d'efforts pour avoir des jeux japonais dans le Game Pass. Et c'est vrai que bah, tous les Yakuza, il y a plein de jeux japonais, de gros RPG, enfin il y a plein de jeux japonais dans le Game Pass, il continue. Il disait aussi que le Japon est notre marché le plus dynamique. Et alors quand on sait le nombre de consoles qu'ils vendent au Japon, c'est parfois par Oui, dizaines, hein, chaque ils ont semaine. doublé leur vente, ils sont passés de 5 à 10, quoi. Exactement, exactement. Mais ils ont beaucoup poussé le Game Pass et justement, il y avait une promo assez intéressante où ils montraient des gens qui jouaient avec des manettes PlayStation ou tu vois qui jouaient sur PC avec des manettes qui sont pas des manettes Xbox. Donc c'est vraiment pour apprivoiser les joueurs japonais. Et ils ont également annoncé que Scarlet Nexus rejoignait le Game Pass le jour même. Et que Scarlet Nexus, c'est un gros JRPG, c'est Bandai Namco si je ne m'abuse, qui est sorti il y a 3 mois, qui avait eu des très bonnes reviews. Et du coup, bah moi je pourrais vous en parler tout à l'heure. J'y ai joué un petit peu, mais c'est quand même une sortie assez notable. Et entre ça, les Yakuza, il y a plein de jeux japonais. C'est vrai que bah, ils sont sérieux avec toute cette histoire et avec le Game Pass et le streaming. Bah, on n'a pas besoin d'acheter une console pour jouer à ces jeux-là, pour jouer à la plupart d'entre eux. Donc, ils ont une carte à jouer, on va dire. Donc ça, c'était une chose. Je vais faire toutes les choses à retenir et puis on commente ensemble. Bluepoint a été racheté par PlayStation Studios, enfin par PlayStation. Il rejoint les studios. Vous vous souvenez, hein, Bluepoint, c'est le studio qui a fait les remasters, plutôt remaster, mais de très bonne qualité. Demon's Souls il y a quelques mois, enfin il y a 1 an maintenant, et puis on pense aussi à Shadow of the Colossus il y a quelques temps, donc, mais ils vont faire un jeu original a priori, au moins un jeu original. C'est une petite équipe, hein, c'est 70-80 personnes à peu près, mais bon, c'est un studio qui est hyper logique pour rejoindre PlayStation. On en avait parlé d'ailleurs à l'époque où ils avaient acquis le studio précédent et qu'on avait eu une sorte de leak par le compte Twitter de PlayStation Japon qui avait posté la mauvaise image avec Bluepoint au lieu de, je me souviens plus qui était l'autre.
Konami reviendrait dans le jeu vidéo assez sérieusement avec Castlevania, MGS, Silent Hill, tout ça. On peut en parler dans une seconde. La conférence Square Enix, on a eu un gros push pour Stranger of Paradise. Il y avait moins de chaos, mais il y a une nouvelle démo qui est un peu plus longue et une date de sortie, c'est le 18 mars 2022. Et ils ont annoncé un jeu un peu bizarre qui est Dungeon Encounters. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi comme Wanted Dead, qui est un jeu... qui a l'air assez sympa, on va en parler dans une seconde. Eiyuden Chronicles Rising, qui s'est détaillé un petit peu, et qui sera sur le Game Pass lui aussi. Donc, bon, on peut revenir sur tout ça, mais ça, c'était le résumé. Qu'est-ce qui tu as retenu particulièrement de ce Tokyo Game Show, dis-moi? Pardon, j'avais mon micro coupé. Ah, c'est pour ça, je me disais, J'ai il n'a retenu. rien retenu. Ouais. Non. En fait, le rachat de Bluepoint, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour eux, je pense. Et en même temps, c'est d'une logique implacable. Enfin, à moi, à tel point que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disaient que c'était déjà un studio Sony, puisqu'ils ont quand même. Non, mais tu vois, ils ont remaké Demon's Souls. Alors, Demon's Souls, c'est pas forcément. Je crois que c'était peut-être un jeu Sony à la base. Si, en fait, Euh, Demon's Souls, le c'était premier un est un jeu jeu Sony, ouais, commandé C'est ça. bien sûr à From, mais c'était un jeu Sony. Ouais. Ouais. C'est ça. Et voilà, ils avaient fait le remake de Shadow of the Colossus. Enfin, ils bossaient que. C'est vraiment des spécialistes du remake de jeux PlayStation. Donc, c'est vraiment des super techniciens. Après, il faut voir ce qu'ils vont faire avec une production originale. Je suis aussi curieux de ça. Donc voilà. Tu as parlé de Konami. Excuse-moi, j'ai eu une absence. Ouais. Alors moi, Konami. Konami, comment dire? Konami, ça fait des années que on n'est pas très sympa avec eux et en même temps ils sont pas très sympas avec nous parce qu'ils Oui, sortent c'est des ce jeux que qui sont j'allais pas dire, hein, terribles. c'est Voilà, partagé. et donc du coup on leur rend bien. Et cette rumeur, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire et surtout le fait qu'ils filent leur licence à d'autres studios qui ont probablement plus envie et plus de talent pour renouveler une licence, moi je trouve ça intéressant. Notamment, évidemment, moi Silent Hill, c'est une de mes licences préférées. Alors attention, Et, il faut pas confondre, ouais. faut pas confondre les deux sujets. Konami est en train Je parlais des de... rumeurs, moi. Oui, mais Konami est en train enfin, serait en train de ravigorer ses licences. On ne sait pas Oui. s'ils vont les filer à d'autres studios. Hein. Il y a la question des petites licences, genre Gradius, dont plus personne ne sert, pour lesquelles ils vont faire un D'accord. concours avec les indés. Et là, effectivement, D'accord. on peut en parler aussi, mais c'est pas la même chose. Après, j'avais cru comprendre quand même qu'ils discutaient aussi avec des studios externes pour leur proposer C'est possible. de développer des. Et c'est ce qui est déjà arrivé. Par exemple, Castlevania, il y a Mercury Steam, donc les développeurs de Metroid, qui avait développé un Castlevania, c'était Lord of Shadow, je crois, qui était d'ailleurs très bien. Silent Hill, pourquoi pas. Enfin voilà, donc j'ai envie de suivre le sujet en ayant un peu l'espoir que oui, on revienne à quelque chose de plus sérieux parce que ils ont quand même des belles licences, tu vois, c'est des trucs qui ont bercé les années 90-2000, voilà quoi. C'est vrai, Cassim nous rappelle que Bloober a annoncé qu'il travaillait avec Konami. Et Bloober Team, bon, c'est un petit peu leur spécialité, les jeux d'horreur. Ouais. Donc oui, Silent Hill, évidemment, c'est ce à quoi on pense. C'est vrai Ça, que ça, Konami... ça fait un moment que, voilà, on imaginait Bloober Team faire Silent Hill, mais ouais. Ouais, complètement. C'est vrai que Vas-y. Konami, ils ont un petit peu trahi la communauté des jeux vidéo il y a quelques années quand ils sont... c'était un petit peu avant et pendant la séparation d'avec Kojima. J'ai l'impression qu'ils se sont dit les jeux vidéo, ça y est, c'est pourri, rien à foutre, on va faire des trucs, nous, dans comment ils avaient c'est pas eux, les salles de gym, les pachinko beaucoup, évidemment, et puis ils ont essayé de faire des trucs sur mobile, les ça n'a pas pachinko, marché. ouais, bien sûr. Ça n'a pas très bien marché, et avec la En pandémie... fait, c'est... Vas-y. C'est ça, non, vas-y. Avec la Non, je pandémie, t'en prie. ça a forcément tout mis par terre. Et je pense qu'il devait y avoir, j'étais dans un autre podcast, je disais ça il y a quelques jours, il devait y avoir quelqu'un au sein de Konami, genre un middle manager ou un manager un peu plus haut placé, qui attendait que ça se casse la gueule, qui adore les jeux vidéo, qui est chez Konami depuis 25 ans pour faire du jeu vidéo, et il devait attendre que ça se casse la gueule, et il s'est dit, ok, maintenant c'est my moment, quoi. C'est maintenant que je vais faire les trucs. Et il a été voir la direction, il a dit, ok, bon, on a des trésors de licences que les joueurs adorent, faisons du jeu vidéo, putain. Excusez-moi pour les gros mots, mais Ouais. il a dû dire... Il a dit ça, je pense qu'il a dit exactement ça. Exactement Il ça, a dû dire ouais. exactement ça. Et pourquoi est-ce Je sais qu'on pas comment on n'essaie dit pas... putain en japonais, mais toi tu dois savoir. Mais... Chikshaw je pense que, Voilà. tu vois, c'est ce genre de truc, exactement.
Et donc, il veut relancer le truc. Le truc, c'est que est-ce que Konami peut encore faire des jeux ambitieux après s'être complètement atrophié pendant quelques années? Oui, il faudrait qu'ils aient des partenariats avec d'autres développeurs. Je pense, pour certains d'entre eux, pour certains d'entre eux au moins. Bon, évidemment, Metal Gear sans Kojima, ça pose quelques questions, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible s'ils font les choses bien. Moi, celle que j'attends le plus, ça serait Castlevania. Castlevania, c'est une licence Mmh. que j'adore et qui a été, c'est même pas maltraitée ces dernières années, mais qui n'a pas été traitée, un petit peu comme tout chez Konami. Et il y a d'énormes opportunités, tant en 2D qu'en 3D, parce qu'ils peuvent faire des trucs un peu classiques avec... Enfin, tout le monde a repris les Metroidvania et certains très inspirés par Castlevania. Bah, Euh, s'il y a bien un genre qui est populaire en ce moment, c'est Metroidvania. Donc, enfin, c'est c'est clair. évidemment que s'ils reviennent un peu en tant que nous, les patrons du genre, c'est nous. Alors il va falloir faire une concurrence très, très sérieuse, hein, mais ça peut être intéressant, ouais. C'est compliqué hein, sur Castlevania parce qu'il faut respecter l'héritage et en même temps, ça a tellement Mm. été modernisé et dynamisé. On pense par exemple à Dead Cells qui, au-delà de l'aspect Oui. roguelite, bah, c'est un Metroidvania, enfin c'est un Castlevania vraiment. On stéroïdes Mm. et tu vois revenir sur Castlevania après Dead Cells, alors c'est pas le même genre de jeu, moi j'aime beaucoup les Castlevania, mais c'est pas facile, hein. Castlevania, c'est tous les jeux 2D Castlevania, ils sont sur le modèle de Symphony of the Night qui date de 98. Et même les derniers, tu vois, pendant 10 ans, ils ont refait Symphony of the Night. Et il y en avait qui étaient super bien, hein. On parlait des jeux sur Game Boy Advance Mm. il y a quelques semaines. Ils sont super. Mais c'est quand même Mm. le modèle de 98, tu vois. Donc à un moment, il faut le Ah, oui, oui. réimaginer un peu. Puis tu peux faire aussi des versions 3D qui seraient évidemment très différentes, peut-être un petit peu plus travaillées que Lords of Shadow, et ce qui était bon, pas mal comme ça, mais voilà. J'espère qu'ils feront pas un jeu qui soit trop inspiré par Dark Souls, parce que ça, c'est la voie de facilité, je pense. Mais il y a Ah des oui, choses à faire. oui. Mm, mm. Ouais. Oui, il y a des choses à faire évidemment, mais c'est vrai que c'est une série qui est tellement ancrée aussi dans son héritage. C'est pas forcément. Ou alors ils font un truc vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire pré Symphony of the Night, un truc très très run and gun, tu vois, très très linéaire, mais je les vois pas trop très beat'em tu vois, mais je les vois pas trop non plus revenir là-dessus, quoi. Donc je sais pas. Mm. Bon, écoute, on verra. Et En tout cas, voilà, c'est sinon non, ça a été un Tokyo Game Show. Bah, comme tu l'as dit, hein, c'est à peine si on s'est rendu compte qu'il y en avait un, quoi. De toute façon, mm. c'était un truc virtuel, il n'y a pas eu d'event sur place, j'imagine. Donc, Je crois pas, voilà. non, effectivement. Oh, encore que j'ai vu, Non. j'ai vu des stands, j'ai vu des booths, celui de Ikea, Ah bon? notamment. Donc bon, Ah, le on, fameux. on peut mentionner, je vais pas trop parler de Stranger of Paradise parce que bon voilà, on en a déjà parlé avec Chaos, 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 et puis on a vu le clip tourner avec le héros qui dit bullshit et qui met Limp Bizkit sur son téléphone, c'était très drôle. Il y a Dungeon Encounters qui est un petit jeu passion à 30 € qui va sortir dans une semaine maintenant, qui est quand même, alors il n'y a pas de graphisme quasiment en fait. C'est un jeu où on est sur un truc quadrillé et on se déplace sur les cases du truc et puis on a des rencontres qui sont, enfin des combats qui sont des encounters qui semblent être du tour par tour classique japonais mais avec quasiment pas de graphisme. Il y a genre une image de la personne qu'on contrôle, enfin de l'équipe, chaque personnage de l'équipe, et puis une image des monstres. Et c'est des petits effets, genre là, ça fait un coup d'épée, ça fait schlack sur l'image du monstre. Enfin bref, c'est un peu... pourquoi pas, ça se trouve, ça va être très sympa, hein. Ils ont intérêt à ce que le système de jeu soit vraiment bon, parce que tout le reste, bah, il n'y en a pas en fait. Il n'y a Ouais, pas de parce que graphisme, il y a là, juste... C'est léger, hmm. quoi. Tu sais, on dirait un proto développé en game jam pendant Mm. 24 heures. Enfin, en tout cas, en termes de direction artistique, en fait, il n'y en a pas, quoi. Donc, enfin, il n'y en a pas. Je suis peut-être un peu méchant pour ceux qui travaillent dessus, mais à part les personnages, moi, ce côté décor vide, ça me Ça laisse fait un peu bizarre, ouais. circonspect quand même. Ça fait bizarre. Écoute, on attendra de le voir. Ça se trouve, il sera très très bien, hein, on verra. C'est bizarre comme projet, clairement, hein. Tu te dis, ça Mm. a l'air, en tout cas, d'être un JRPG, mais sans graphisme, sans vraiment de son. Peut-être qu'il y en a, mais sans graphisme. C'est ça, en fait. Donc, on verra. Mais le truc Et ça qui sort est un petit... sur PC aussi. Pardon. Ok. Non, non, je disais, ça sort sur Switch, PS4, parce qu'à la limite, sur mobile, pourquoi pas, tu vois. Mais PS4, Steam et Switch. Bon, ok. À 30 €.
Bon, le 15 Aïe, à octobre. 30 €, voilà, Mmh. c'est tout dit. 14 et 15 octobre. Bon, écoutez, pourquoi pas. C'est un jeu que j'aurais vu à moins cher, mais ça se trouve, il est tellement bien qu'il le justifie. Mais surtout, ce dont j'aimerais parler, c'est 2 jeux. Il y en a plein, hein, il y en a quand même beaucoup qui ont été annoncés. Les River City Girls 2, River City Saga Three Kingdom. Les fans de River City Girls en ont pour leur argent. Il y a Sin Chronicle sur mobile, le RPG de Sega. Il y a Layers of Fear. Il y a tous les trucs genre Atelier Sophie, machin, ce genre de trucs. La Tower Mini, qui est l'add-on de la Mega Drive Mini pour faire... Enfin bon, bref, il y a plein de trucs, mais les 2 que je note, c'est d'une part Wanted, d'anciens de Team Ninja, qui est... qu'est-ce que je dis? Wanted Dead. On a juste vu un trailer, c'est un truc qui sort l'année prochaine, mais la manière dont je le décris, c'est un jeu d'action vue isométrique avec... c'est un petit peu John Wick, si John Wick avait en plus un katana, en plus de son flingue. On en voit vraiment quelques secondes même, donc c'est difficile de juger, mais ça a l'air assez sympa, j'ai trouvé. C'est vraiment 3D, vue d'action à la troisième personne en 3D, j'ai dit isométrique, c'est pas tout à fait ça, c'est troisième personne, et l'action a l'air vraiment dynamique et cool. Bon, à voir. Ça s'appelle Wanted Dead. Mmh. Ouais, je suis en train de regarder, alors ce qu'on voit, c'est de l'early, c'est précisé, hein, c'est de l'early alpha, de l'early alpha. Donc on est sur quelque chose de visuellement, c'est pas dingue. Par contre, il y a d'avoir un dynamisme, ne serait-ce que dans les mouvements de caméra et les mises à, enfin les mises à bord, oui, les combats, Oui, c'est ça, ça oui. peut être intéressant, effectivement. À voir. Donc c'était un des trucs Ouais. notables. Et puis l'autre truc notable, évidemment, c'est Eiyuden Chronicles Rising, qu'on a vu un petit peu plus en profondeur. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, Eiyuden Chronicles 100 Heroes, je vais le dire en anglais, Eiyuden Chronicles 100 Heroes, c'est un jeu qui a été kickstarté, qui est l'héritier de Suikoden, une licence légendaire de Konami, justement. Et ils ont kickstarté, le jeu a été un gros succès sur Kickstarter, et ils ont annoncé il y a quelques mois, je crois, qu'il y aurait l'année prochaine un spin-off de 100 Heroes, qui est un JRPG, c'est un JRPG. La particularité de Suikoden, c'est qu'il y avait une centaine de personnages différents. Cassim nous en avait parlé dans un after show, je crois, en grand détail. C'était très intéressant. Et donc, il y a plein de personnages dans le JRPG. Et la version Rising, qui est donc un spin-off, qui sortira l'année prochaine. Le JRPG sortira... C'est JRPG ou Tactics? Je crois que c'est Tactics je ne sais plus, je suis sûr que Cassim va nous corriger dans la chatroom. Donc celui-là, il sort en 2023, mais le jeu d'action, le spin-off, il a 3 héros qui seront des héros du RPG, et c'est un jeu d'action scrolling horizontal de plateforme action qui a l'air, alors c'est difficile de juger, ça a l'air assez beau. Il y a un petit choix stylistique que j'adore pas, je sais pas comment ça s'appelle, ce style où on a genre les différentes parties mobiles du corps qui sont comme des pièces de papier avec des punaises pour les Mmh. articulations. Ouais, je vois le genre, ouais, j'arrive pas à mettre le doigt sur le nom du truc, mais ça fait penser à des jeux, il y a plusieurs jeux comme ça qui ont ce style d'animation. Oui, c'est un parti Ouais. pris intéressant, en tout cas. Bon, moi c'est pas Aussi. vraiment mon truc, mais ça reste très beau. Cassim nous confirme que c'est bien un JRPG classique, tour par tour, le JRPG. Donc celui-là, ça sera jeu d'action, il sort l'année prochaine. J'aime beaucoup l'idée qu'ils construisent déjà un univers de plusieurs jeux autour de ce jeu dont la force est d'avoir tellement de personnages. Donc bon, là, ça sera que 3 personnages dans Rising, dans le jeu d'action, et ça sera 3 personnages qui font partie du casting du JRPG, et il y aura d'autres personnages qui sont dans le JRPG qui feront leur apparition dans celui-là, mais c'est vraiment un jeu d'action à la base. Bon, à voir, on a eu quelques images qui sont plutôt... voilà, plutôt intrigante. Si c'était pas dans ce projet, je crois que j'aurais pas remarqué ce jeu plus que ça. Mais comme ça fait partie du projet avec les 3 personnages qu'on peut alterner quand on veut, on peut alterner, ils ont des pouvoirs différents et on peut alterner de l'un à l'autre quand on veut dans le jeu. Bah, ça m'intrigue. Voilà, je vais le dire comme ça. Bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout hein, pour le TGS. Ça fait déjà pas mal. Je ne pensais pas qu'on parlerait autant du TGS. Et du coup,
ça me donne l'occasion de vous dire que quand on parle de tous ces sujets, quand on fait le travail de préparation, quand on regarde 2 millions de trailers pour n'en retenir que 3 et vous présenter les jeux intéressants, quand on va fouiller dans les leaks et dans les infos, eh ben, ça demande un petit peu de travail quand même. Et donc, si vous appréciez le travail qu'on fait, eh ben, j'adorerais que vous considériez l'idée de soutenir l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux, hein, vous connaissez le principe. Vous pouvez y aller et décider la somme que vous donnez. Vous décidez la somme que vous donnez et puis à la fin du mois, c'est retiré de votre compte. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et en plus de ça, vous avez accès à des bonus qui sont, ma foi, assez sympathiques. Vous avez les épisodes sans pub, zéro pub, y compris cette petite promo au milieu. Vous avez aussi les contenus additionnels, les contenus spéciaux, l'after show, les petits éditos que je fais régulièrement, etc., etc. La newsletter étendue, si vous appréciez la newsletter tech, qui a été refondue il y a quelques semaines. Et tout ça, c'est surtout un moyen de faire en sorte que cette émission existe et soit produite. Et puis, c'est vrai, on parlait d'argent avec Twitch tout à l'heure, gagne de l'argent et soit une entreprise passionnée commerciale qui fonctionne. Parce que comme ça, ça permet de payer ses factures, ce qui est un élément quand même important de la vie de gens dont c'est le travail. Donc, un grand merci à tous ceux qui choisissent déjà de soutenir l'émission. Et si ce n'est pas encore votre cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Parlons de nos jeux du moment. JK, alors, il faudrait qu'on commence par Metroid, mais je crois que tu n'as pas beaucoup joué à Metroid, toi. Quand même, Moi non plus. alors, en fait, comme j'ai eu la chance de pouvoir tester la Switch OLED pour jeuxvideo.com, on a eu accès à la console en avance un petit peu et il y avait Metroid Dread dessus. Donc évidemment, j'ai pas résisté à l'envie de me lancer dans le jeu parce que moi, j'attendais énormément. Tu nous fais une double combo du coup, Switch OLED et Metroid. Je peux quand même te parler de Metroid Dread parce que j'ai quand même quelques heures de jeu au compteur et j'en ai pas mal parlé avec Anagoun chez nous qui a fait le test. Et c'est un excellent épisode. Voilà, c'est un excellent épisode. C'est développé, on les a cités tout à l'heure. C'est développé par Mercury Steam qui avait déjà fait Metroid Samus Return sur 3DS, qui était pas mal, qui souffrait un peu, je trouve, des limites techniques de la 3DS visuellement en tout cas. Là, on est sur un jeu qui est quand même hyper propre déjà visuellement. Ça tourne à 60 FPS quasiment constamment. Je sais que la DA divise un petit peu. Il y a les environnements, en tout cas dans la première partie du jeu, c'est un peu plus métallique, des robots, etc. Ça plaît pas forcément. C'est moins organique. Il y a un rendu qui fait un peu. J'ai du mal à le définir, mais ça fait un peu, je sais pas, jouet ou le rendu de la 3D est un peu effectivement étrange. Ouais. Ça me dérange pas trop. Enfin, en tout cas, je le remarque pas trop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moteur 3D avec un gameplay en 2D. Du coup, il y a quand même régulièrement des mouvements de caméra assez sympas qui donnent un peu de dynamisme à la mise en scène. Mais surtout, ce qui est vraiment extrêmement réussi dans ce jeu, c'est le feeling, en fait, tout simplement la prise en main de Samus. On a rarement vu un Metroid aussi nerveux, en fait, et rapide, quoi. C'est-à-dire que Samus va vite, dès le début, elle peut rebondir sur les murs, elle peut glisser, elle peut faire des glissades. On peut viser à 360 degrés avec le stick. C'est vraiment nerveux. Il y a hérité de Samus Return, il y a un système de contre, c'est-à-dire que quand un ennemi vous attaque au corps à corps, si vous appuyez sur Y au bon moment, Samus va faire un contre et après elle va automatiquement viser l'ennemi, ce qui permet en plus de récupérer plus de vie, plus de munitions, etc. Donc c'est vraiment tout un gimmick assez chouette. Donc du coup c'est un plaisir assez dingue de tout simplement de bouger avec Samus en fait dans cet épisode là, à tel point que évidemment il y a beaucoup d'alertes, enfin il y a pas mal d'allers-retours parce que on est sur la formule classique, en tout cas au début d'un Metroidvania, d'un Metroid, mais ça va tellement vite, c'est tellement agréable qu'on a beau revenir régulièrement dans les mêmes lieux, c'est toujours un plaisir. Donc franchement,
Je pense honnêtement que ça peut. Alors, franchement, les fans de la série, ils vont se jeter dessus. C'est même pas la peine d'en parler. Je pense qu'ils ont déjà Ouais. réservé le jeu parce que voilà. Mais je pense que ça peut être vraiment un bon premier Metroid pour ceux qui connaissent pas. Euh, Après, on découvre un peu un gameplay particulier, c'est-à-dire que le level design est très très bien pour les fans de Metroid, mais il est aussi très tortueux. Il y a une nouvelle carte qui est assez intéressante, qui est hyper complète où il y a beaucoup d'informations, ce qui permet quand même de plus facilement de savoir où on doit aller, mais du coup qui est un peu fouillis. C'est-à-dire que la carte une fois qu'elle est commencée à développer avec toutes les indications qui sont partout, tu as l'impression que c'est un vrai labyrinthe avec beaucoup d'infos à assimiler. Donc ça peut faire un petit peu peur, peut-être si vous connaissez pas du tout la série. Et il y a toujours ce côté, il peut y avoir 2-3 moments où tu te dis, mais où est-ce que je dois aller quoi, pour pouvoir Mm. progresser. Donc c'est là qu'il faut ouvrir la carte, bien regarder les zones où on n'a pas été, etc. Mais c'est clair qu'il y a encore ce risque, ce truc qui fait que certains n'accrochent pas à ce genre de jeu, c'est tu peux sentir un peu perdu régulièrement dans le jeu sans trop savoir où est-ce que tu dois aller quoi. Mais à part C'est-à-dire ça, que vraiment c'est un bon épisode. est-ce qu'on peut dire que effectivement les déplacements et le gameplay a l'air très modernisé et très dynamique, mais par Complètement, oui. contre la structure du jeu reste celle d'un Metroid ou même Castlevania, enfin Bah alors, Metroidvania classique? justement, c'est là où moi ma critique va atteindre ses limites parce que j'ai pas encore fini le jeu, je D'accord. suis même pas à la moitié. Mais d'après ce que m'a dit d'après ce que m'a dit Anagoud, il a justement été extrêmement surpris parce que la première partie est très classique et apparemment au bout d'un moment il se passe un truc qui fait que Ah ça ah! modifie pas mal les choses. Donc il y a des nouveautés, il y a des vraies nouveautés D'accord. que je ne connais pas, donc Bon. je peux pas les donner. Mais rien que le début, c'est une formule classique, mais très très bien exécutée, avec en plus des surprises a priori après quoi. Bah, je veux pas du coup qu'on en parle de toute façon parce que il semble qu'il y ait des trucs qu'on puisse spoiler. Mais par contre, j'aimerais Oui, oui, bien que tu nous dommage. parles un petit peu des ennemis, qui sont donc ces ennemis qui nous pourchassent dans Ah certaines ouais, c'est zones vrai, du je n'ai même pas niveau, parlé de ça. qui font justement Mm, tout l'aspect mm. Dread de Metroid Dread. C'est un peu les Tyrants Ouais, ouais. de Resident Evil, quoi. Ah bah c'est presque un côté effectivement, il y a une tension dans ces moments-là. En fait, pour expliquer, donc régulièrement on arrive dans des zones où il y a donc des ennemis, donc ce sont des sortes de robots, des patrouilleurs qui sont invincibles. C'est que tu ne peux pas, enfin sauf à des moments précis, mais en gros tu ne peux pas les battre, en tout cas pas avec tes armes par défaut. Donc la seule façon quand tu te fais repérer, donc c'est un robot qui patrouille un peu dans la zone. En fait il y a un sound design qui est génial. En plus tu entends une sorte de sifflement qui se rapproche, donc ça donne vraiment une Mmh. vraie tension. Et en fait, tu peux soit, en fait, si tu es repéré par un ennemi, la seule solution c'est de t'enfuir. Donc ça donne lieu à des courses, à des fuites, à des courses poursuites assez chouettes. Et bon, je sais, c'est pas un spoil parce que ça arrive rapidement, assez rapidement, on débloque un pouvoir de camouflage, enfin, de camouflage de l'armure. Oui, on l'a vu partout, je crois. Voilà, ce qui va apporter un petit côté plus infiltration, justement, parce que évidemment, ce camouflage, il n'est pas infini. Quand tu bouges beaucoup, il se décharge très vite. Donc vraiment, il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec ce côté à la fois cache-cache et à la fois des moments d'adrénaline pure où tu vas vraiment courir pour éviter de te faire choper. Parce que si tu te fais choper, tu as une petite chance de t'en sortir, parce qu'il y a aussi un système de contre, mais qui est extrêmement tendu, extrêmement short pour arriver à contrer l'attaque de l'ennemi. Mais sinon tu meurs et tu recommences. Euh, donc c'est vraiment sympa. Ça apporte une dimension presque horrifique en fait à la série qui était déjà un peu là, hein, dans le côté un peu solitaire, etc. Mais là qui je trouve est vraiment augmenté. Et c'est une très bonne idée. C'est un très bon ajout. Ça me donne très envie, je t'avoue. Je parlais de Castlevania tout à l'heure. On est vraiment dans la même veine. Ah oui, non, non. Metroidvania, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ça me fait très envie. Mm. Je sais pas encore si je vais avoir ma Switch OLED. Je comprends pas ce qui se passe avec l'endroit où je l'ai précommandé et si je vais finir par me dire que c'est pas raisonnable. Euh, Mhm. mais ça me donne quand même très très envie, je t'avoue, du coup, ta description. Tu peux nous Ah parler un bah, peu de la... et puis en plus, il jouait sur Switch OLED. Enfin, je sais pas si je veux qu'on enchaîne sur la Switch OLED, mais Bah justement, oui, c'est ça que j'aimerais. On note que il a eu ouais. 18 quand même, Metroid Dread sur jeuxvideo.com, testé par Anagoud, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, Donc 18, bon, c'est quand même ouais, une très bonne note, on est d'accord. Mais du coup, cette une bonne Switch note. Ouais, OLED, qu'est-ce que c'est toi qui as fait le test également sur JV? Qu'est-ce que tout à fait. tu en Ouais, pour le coup, ouais. penses? Qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, écoute, elle vaut, alors, elle vaut surtout pour quelques cas de figure bien particuliers.
clairement et sans surprise, c'est le meilleur écran que tu aies vu sur Switch depuis le lancement. On rappelle rapidement peut-être que ce que c'est la Switch OLED, c'est surtout, c'est avant tout un nouvel écran plus grand. Donc on passe à 7 pouces contre 6,2 pouces. Donc mine de rien, à l'image, ça fait une vraie différence. Avec en plus des bezels, donc un cadre d'écran beaucoup plus fin. Donc vraiment, l'image est beaucoup mieux mise en valeur. Avec une console qui est quasiment la même taille. Elle fait 2 millimètres de plus que la Switch de base. Donc c'est quasiment pareil. Et derrière, évidemment, une dalle OLED. Donc une dalle OLED, ça implique un contraste, ce qu'on appelle un contraste infini, parce que ça fait des noirs parfaits. Parce que le principe de l'OLED, c'est que les pixels, en fait, c'est un écran qui n'a pas besoin de rétroéclairage pour être visible, parce que les pixels peuvent s'éteindre et s'allumer indépendamment les uns des autres. Donc c'est quand un pixel est éteint, ça fait un noir, ce qu'on appelle un noir parfait, quoi. Donc ça donne vraiment une profondeur à l'image, un contraste qui est extrêmement élevé et qui se voit tout de suite à l'écran. Si vous avez une télé OLED chez vous, vous voyez bien la différence. Et ce qui fait que donc le rendu est très chouette. Les couleurs sont beaucoup plus vives. Moi, je l'ai mesuré avec une sonde pour faire un truc un peu précis. Et elles sont presque trop vives en fait par rapport à un écran qui est très fidèle en termes de qualité. Des fois, il va y avoir des couleurs qui sont très fidèles à la réalité. Là, on sent qu'ils ont poussé un peu le truc pour que les couleurs soient bien pétantes. Et c'est pas trop gênant parce que c'est du jeu vidéo. Ça aurait été un truc où tu regardes des films ou où tu regardes des photos, ça aurait peut-être été un peu gênant. Là, franchement, c'est pas très grave. Et tu vois, sur des jeux comme Mario Kart qui sont très colorés, ça rend vraiment super bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment la principale nouveauté. Si je me trompe pas, il y a un mode où on peut désactiver les couleurs plus vibrantes pour garder des couleurs qui sont pas trop poussées à fond. Je me trompe pas en disant ça? Peut-être que j'ai une bêtise, mais je suis pas sûr d'avoir. Ah, peut-être pas. Non, c'est peut-être moi qui me trompe. D'accord. Je crois pas. Après, si ça se trouve, j'ai mal fait mon travail, je sais pas. Et surtout, voilà, il y a ça. Et après, clairement, 98% de l'intérêt de cette console, c'est ça. C'est-à-dire que et en fait, la question est toute bête, c'est que si pour vous la Switch est une console que vous utilisez avant tout sur un téléviseur, ça n'a aucun intérêt d'acheter une Switch OLED. Parce qu'en fait, ce qui va changer après, à part ça, et ça c'est plutôt bien aussi, c'est encore une fois sur le côté portable, ils ont complètement revu l'espèce de trépied qu'il y a sur la Switch de base, qui est un petit bout de plastique. Le support qui est vraiment inutile sur la Switch. Qui est inutile. Là, en fait, ils ont fait un truc un peu comme les surfaces, donc c'est un support qui prend toute la longueur de la Switch et que tu peux incliner vraiment de manière très précise, et c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus agréable et c'est très sympa, ce qui fait que entre ça et le côté écran de 7 pouces, jouer en multijoueur par exemple à deux sur une Switch OLED, c'est quand même beaucoup plus agréable que sur l'ancienne Switch, quoi. Et au rayon des petites nouveautés, j'ai noté aussi que les haut-parleurs étaient beaucoup plus puissants et de meilleure qualité sur la nouvelle Switch. Ça c'est pas mal aussi, encore une fois pour le côté peut-être jouer en multi. Et au rayon des petites nouveautés, le dock, donc le dock télé, c'est le seul truc qui change. Il y a un port Ethernet intégré cette fois-ci directement dans le dock, ce qui est quand même sympa. Si jamais tu es équipé en Ethernet chez toi, ça va quand même beaucoup plus vite pour télécharger les jeux. Mais voilà, en dehors de ça, c'est la même console. On rappelle, c'est pas une Switch Pro, c'est la même puissance à l'intérieur, c'est la même puissance, c'est la même autonomie. Il y a pas, c'est la même ergonomie. Il y a toujours les Joy-Con, c'est la même chose. Les mêmes Joy-Con. C'est les mêmes Joy-Con. Voilà, tu peux utiliser tes anciens Joy-Con et les mettre sur la nouvelle console, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc vraiment, c'est intéressant. Je pense que si vous n'avez pas de Switch encore et que vous voulez, vous comptez y jouer essentiellement en mode portable, c'est clairement le modèle qu'il faut privilégier. Sauf si vous voulez quelque chose de petit et très facile à transporter, auquel cas il faudrait plutôt prendre une Switch Lite, parce que là l'écran est beaucoup plus petit, mais c'est vrai que la console est vraiment encore plus portable. Et pour ceux qui ont déjà une Switch, ça dépend. C'est vraiment si vous jouez beaucoup en mode portable et que vous en avez un peu marre de cet écran qui est pas de mauvaise qualité, mais bon, qui fait le taf sans plus, mais que vous voulez vraiment une nouvelle expérience visuelle, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de revendre l'ancienne, tu vois, pour acheter la nouvelle à moindre frais, parce qu'il faut rappeler qu'elle coûte quand même 350 €, là où la Switch classique maintenant coûte 270 €. Donc il y a quand même une vraie différence de prix. Donc c'est pas négligeable. D'ailleurs, aujourd'hui, Nintendo garde les trois modèles au catalogue. Il y a la Switch Lite, et la Switch classique et la Switch OLED. Donc au moins comme ça, vous avez le choix ou par rapport à votre budget, vous pouvez savoir quelle est la console qui vous va le mieux, quoi. Donc voilà, c'est une belle console, c'est une belle révision. C'est pas révolutionnaire, mais c'est vrai que le confort induit par l'écran de 7 pouces en OLED, c'est un vrai plaisir même de redécouvrir ça, je crois.
Il y a une configuration où ça peut être intéressant, plus intéressant que le changement de console. Enfin, bref, si vous avez acheté la Switch classique au moment de la sortie, les premiers mois, c'était le modèle. Il y a eu une petite révision au bout de quelques mois Oui, qui a en gros c'est vrai. doublé la durée de vie de la batterie. Enfin, la durée de vie, la longévité de la batterie. Ouais, un peu moins que doublé, Un peu mais moins, mais si on était vraiment à 3-4 heures max avec la première, c'est celle que j'ai, et la nouvelle, elle donne, enfin en théorie, 9 heures max. Donc vraiment, c'est allé, c'est beaucoup. bah, ça dépend. En fait, en fait déjà, c'est une révision qui est sortie en 2019, donc il est sorti 3 ans Ah oui, après, hein. c'était 2 ans, Mais 2 ans après la sortie, ouais, d'accord. enfin 2 ans après, pardon. Et oui, effectivement, en fait, on passait de 3 heures sur Zelda à 4h30, quoi, à peu près sur Zelda, donc D'accord. c'était pas mal. Et on peut monter jusqu'à 9 heures sur la nouvelle Switch. Mais sachant que, attention, donc la Switch OLED a cette autonomie meilleure, mais le modèle de Switch classique qui est actuel dans le commerce a aussi la même autonomie, hein. Oui, c'est pour ça que je dis, si vous l'avez acheté avant ce changement de modèle, ça peut Voilà, être c'est un ça. bonus pour vous parce qu'il y a plus d'autonomie. Mais c'est si vous l'avez Ouais, ouais, acheté complètement. avant le nouveau modèle de 2019. Thomas nous signale aussi que Exactement, ouais. Micromania reprend la première Switch à 200 euros. Ça me paraît beaucoup pour la console qui est maintenant vendue à 270, mais pour le coup, ça peut être effectivement intéressant, quoi. Donc, Ah bah là, ouais, peut-être que... là, c'est un vrai bon plan. Ouais. Ça fait 150 Ouais, euros la Switch OLED. c'est clair. Et la Switch Lite, ils la reprennent à combien sur le site? Alors Parce que là, ça, moi j'ai une Switch il y a Lite, quelqu'un qui est j'hésite à intéressé la là, tout à revendre. coup. J'hésite à la revendre pour me prendre une Switch OLED justement. Écoute, Donc voilà. tu peux appeler Donc Monsieur Micromania. je vais voir Euh, avec Micromania directement. exactement. Super, bah merci beaucoup. Tu as aussi joué un petit peu à Far Cry 6. Tu as mis un tout petit peu les mains dessus, hein, juste un tout Ouais. petit peu. Qu'est-ce Bah, que... je peux vraiment pas en dire grand-chose parce que en fait, j'ai surtout testé enfin, en fait, j'ai testé la version PC, mais pour le côté technique. Hmm. Genre, voilà, il y a quoi comme option graphique, comment ça tourne sur PC, etc. Donc là-dessus, je peux vous dire que le jeu est vraiment extrêmement conciliant avec plein de configurations, parce qu'ils ont implémenté je sais pas si tu vois ce que c'est que AMD FSR, Fidelity FX Super Resolution. C'est Oui, un c'est peu le l'équivalent, DLSS très de grossièrement, AMD. voilà. Oui, très Voilà, c'est grossièrement, un c'est peu le l'équivalent du DLSS d'AMD. DLSS, même si c'est pas la même, ça fonctionne pas de la même façon, mais le résultat, enfin la finalité est la même. Et ce FSR, il est super efficace et il permet même avec une GTX 1060, donc une toute petite carte graphique, bah, tu peux jouer en 1440p avec un niveau de détail assez élevé en activant FSR. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui tourne très bien sur PC. Et ce qui est bien parce que Ubisoft, souvent, leur version PC de leur AAA, c'était pas trop ça. Euh, Après, de ce que j'en ai vu pour le moment, et ça se confirme à peu près sur les tests de la presse, c'est que c'est un épisode assez efficace, mais très, très sage finalement, tu vois. Hmm. Il y a pas de révolution, voilà, c'est du Far Cry pur jus. Il y a le côté une immense île, enfin, c'est la formule des open world d'Ubisoft, quoi, voilà. Avec quand même moi, ce que j'aime bien, et ce que je retrouve là, de ce que j'en ai vu, un feeling de FPS qui est assez satisfaisant, et ce côté, tu peux quand même aborder les situations avec de plusieurs manières différentes. Tu peux y aller en full infiltration, ou alors tu peux, moi à un moment donné, j'ai attaqué un fort à moi tout seul avec je sais pas combien de gardes, comme un bourrin, et j'ai réussi à survivre. Tu peux jouer aussi en mode gros bourrin, Hmm. notamment au début du jeu, tu as un compagnon, c'est un crocodile, donc tu peux envoyer ton C'est crocodile ce que bouffer les j'allais ennemis. dire. Ouais. C'est assez rigolo. Donc voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, ne serait-ce que sur le scénario, parce que j'ai vu que le début du jeu. Il y a Giancarlo Esposito, évidemment, qui fait du Breaking Bad, hein, qui fait du Star Wars The Mandalorian, quoi. Il Hmm. est toujours dans le même type de rôle, mais bon, c'est un gars qu'on aime bien, hein, mais voilà, quoi. Ouais. Le crocodile, c'est Mister Guapo ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, J'ai oui. trouvé ça marrant. C'est Mais oui, Guapo, je crois. ce que j'en entends aussi à droite à gauche, c'est bah oui, c'est du Far Cry. C'est vraiment du Far Cry classique et c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. On va dire ça comme ça. T'as Ouais, aussi et tu l'as joué. dit par rapport au. Ouais. Vas-y, Non, vas-y. je termine juste par rapport au 5. A priori, il est quand même plus intéressant. Il est certes classique, mais bon, il revient quand même une formule plus fun, plus efficace, par rapport au 5, quoi. Voilà. T'as aussi joué à Diablo 2 Resurrected, dont on n'a pas encore parlé dans l'émission. Est-ce que tu peux nous en Je suis dire étonné quelques d'ailleurs mots aussi? qu'on n'ait pas Ouais, encore écoute, moi, parlé. je suis un petit peu en froid avec Blizzard depuis les scandales d'il y Ouais, c'est a vrai. quelques Il y mois. a des Mais quelques, bon, quelques... Oui, toi, j'imagine que ça t'a touché encore plus oui, directement, quoi.
disons que je suis pas en train de dire je ne jouerai jamais à un jeu Blizzard. Hein. Je pense que, comme je le disais il y a 1 ou 2 semaines, le jour où Overwatch 2 sortira, évidemment que je vais, je vais y jeter un petit coup d'œil. Mais Ouais. bon, là en plus, Diablo, c'est pas vraiment mon truc. J'y avais pas joué à Bon, l'époque, donc voilà, ouais, j'étais voilà. pas. Ah bah voilà, d'accord. Tout Et pour dire les s'explique. choses, techniquement, Diablo 2 Resurrected n'est pas vraiment développé par Blizzard, puisque c'est Bah, développé par Vicarious Vision, qui a été depuis acquis par Blizzard, mais disons que ça a été développé par une équipe qui n'a pas grand-chose à voir avec le Blizzard qui a été concerné par les affaires sinistres qu'il y a eu il y a quelques temps. Mais bref. Ouais, non, bah alors, pour le coup, j'ai fait le test pour JV, donc j'y ai quand même beaucoup joué. C'est vraiment moi ce que j'aime en fait en fait c'est pas un remake. Je précise que pour moi ce n'est pas un remake puisque c'est plus un remaster de luxe parce que c'est vraiment Hmm. le jeu tel qu'il était il y a en 2001, 2001, je sais plus, avec le même contenu, les mêmes classes, les mêmes ennemis, les mêmes boss, etc. C'est vraiment la même chose, sauf qu'en fait chaque élément graphique a été refait et a été extrêmement bien refait. C'est-à-dire que visuellement, franchement, c'est un jeu qui a encore une gueule incroyable, avec une ambiance. Et je me souvenais plus en fait que le jeu était aussi dark fantasy que ça, avec des moments vraiment des bien gore, des trucs vraiment très sombres et tout ça, et un feeling aussi qui, je trouve, vieillit très bien. D'autant plus que ça, pour le coup, c'est vraiment nouveau par rapport à la version PC, enfin la version d'origine, c'est que tu peux jouer à la manette. C'est-à-dire, moi, je l'ai testé sur PS5 à la base, et la maniabilité au pad est extrêmement agréable. Elle est même plus réussie à mon sens que qu'à la souris, parce que tu peux binder tous tes pouvoirs sur chaque touche différente. Donc, tu peux vraiment de manière très 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 facile switcher entre tes différents pouvoirs. Donc, ça donne un truc très agréable. C'est marrant, j'avais entendu que le travail qui avait été fait pour l'adaptation console sur Diablo 3, d'autres personnes dont j'ai entendu les reviews disaient que c'était pas vraiment le cas sur le 2. Toi, tu dis que la jouabilité a été revue Alors, à la manette et que ça fonctionne, quoi. justement. Alors justement, j'y viens, c'est-à-dire que les combats, les combats en soi, la maniabilité du personnage et les combats, ça marche super bien. Par contre, ce qui avait très bien réussi Diablo 3 et ce que n'a pas réussi Diablo 2, c'est tout ce qui est gestion de l'inventaire et des menus, etc. Ah, Là, c'est un peu plus compliqué parce que en fait, tu navigues avec une sorte, tu navigues au stick avec un rond, tu sais, un peu à la Destiny, tu vois, hmm. tu te déplaces comme ça. Tu as quand même un système pour rapidement aller sur la case que tu veux avec la croix, mais c'est clairement pas idéal. C'est clairement pas idéal, c'est-à-dire que tu perds plus de temps dans la gestion de l'inventaire, surtout que c'est l'inventaire à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est pas, tu peux pas stacker tes potions, donc chaque potion occupe un emplacement d'inventaire, donc t'imagines ton inventaire se remplit à une vitesse absolument folle. Euh, en fait, c'est pour ça que je dis, ils ont rien changé niveau gameplay, enfin, ils ont quand même ajusté quelques trucs, genre l'or, tu peux le ramasser automatiquement maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, donc heureusement, ils ont changé ça. Mais sinon, c'est vrai que la gestion de l'inventaire au pad, elle est pas terrible. Mais pour moi, le plaisir de jeu pendant les combats à la manette prévaut sur ce défaut-là. C'est pour ça que je D'accord. préfère jouer au pad. Je préfère, quitte à choisir, je trouve que la maniabilité au pad est vraiment réussie. Et je trouve que c'est un Diablo-like, enfin, c'est un hack and slash, pour le coup, qui vieillit très bien, surtout avec la nouvelle réalisation. Euh, donc voilà, encore une fois, si vous êtes un fan de Diablo 2, je pense que vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas joué à Diablo 2 et que vous aimez la hack and slash, franchement, c'est quand même l'occasion de découvrir une référence du genre, quoi. Tu penses que les sensations de l'époque sont là intactes, que le feeling, tu comprends vraiment. Alors, c'est qu'une refonte graphique, hein, comme tu le Ah oui, oui. disais. Ah Donc, bah, du oui, coup, oui. tu as vraiment les sensations de l'époque avec les avantages et les inconvénients. En fait, tu as l'air de dire que il a bien vieilli, en fait, c'est ça. Mais c'est vraiment la question que je Ouais. me poserais, c'est la question de la rigidité du gameplay de l'époque, un petit peu, tu vois, on parle quand même de la fin des années Bah, 90, début 2000. Ça bah, fonctionne encore aujourd'hui dans un environnement moderne ou c'est ouais, vraiment ouais, la nostalgie? justement, on se rend compte que le gameplay en termes de combat à ce niveau-là, est quand même est très peu rigide en fait, était Hmm. très peu rigide à l'époque. Là en plus avec le côté, évidemment l'animation, tu passes à 60 FPS, ça bouge vite, ça bouge bien. Euh, et donc non, vraiment, et en plus t'as toujours ce côté, t'as 7 classes différentes quand même, c'est énorme, et c'est 7 classes différentes qui se jouent vraiment différemment les uns des autres. Donc en fonction de tes accointances, est-ce que tu veux un personnage qui va taper fort, ou est-ce que tu veux un perso à distance, t'as forcément un personnage qui te convient. Non, franchement, ça vieillit. Je te promets que ça vieillit très bien. Et je suis persuadé que quelqu'un qui aime les hack and slash, mais qui n'a pas joué à Diablo 2 va découvrir un hack and slash qui est encore en 2021 et reste encore très moderne et très agréable à jouer, quoi.
D'accord, super. Eh ben, écoute, ça me paraît, plutôt enthousiasmant. Très bien. Diablo 2 Voilà. Resurrected. Bah, écoutez, moi, je vais vous parler de, quelques trucs que j'ai testés. Il y a, d'une part, Scarlet Nexus que j'évoquais tout à l'heure. Scarlet Nexus, c'est un jeu qui est sorti il y a un moment, hein, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. C'est un JRPG vraiment dans un setting hyper classique de JRPG. On a et comme je le disais, c'est celui qui est arrivé sur Game Pass, hein, c'est pour ça que je l'ai testé. Euh, il est du coup disponible pour tout le monde sur le Game Pass et on est dans un contexte de très japonais. On est un enfant qui est dans l'armée, dans un monde post-apocalyptique avec des monstres bizarres en forme de vase et de pots de fleurs qui vous attaquent. Et on fait partie une nouvelle recrue. Enfin, on vient de devenir un membre officiel de l'armée en question qui se bat contre ces bestioles. Ça, c'est très classique. Là où c'est vraiment intéressant, c'est le système de combat qui avait été particulièrement mis en avant au moment de la sortie. Et je confirme que c'est un truc. Alors, j'ai joué que quelques heures, hein, donc vraiment, c'est une première impression. Mais je confirme que c'est un truc qui est vraiment hyper sympa à jouer. Euh, Comme je suis en train de faire Tales of Arise, je vois beaucoup les similarités, hein. C'est un système de combat actif, c'est pas un truc au tour par tour. On est vraiment dans ces systèmes à la Kingdom Hearts, Final Fantasy XV ou Final Fantasy Remake où on tape avec notre épée. Mais il y a un système donc de combat au corps à corps avec l'épée, mais aussi un autre système de télékinésie qui vient s'insérer dans les combos dans les combats. C'est-à-dire on va pouvoir attraper des objets dans l'environnement pour les balancer sur les ennemis qu'on est en train de battre, qu'on est en train de combattre. Et la manière dont on va enchaîner les coups à l'épée et puis envoyer le truc avec la télékinésie, ça va nous faire reculer et puis on peut ensuite reprendre les coups en épée et puis rebalancer un truc en télékinésie, ça c'est la combo de base. Mais on peut ensuite insérer, il y a des trucs télékinétiques spéciaux qui vont pouvoir vous faire plus de dégâts si vous faites des mouvements particuliers. Vous avez aussi, dans votre équipe, il y a plusieurs membres de l'équipe dont on peut aussi utiliser les pouvoirs. Je crois qu'on ne peut pas les jouer les autres, mais on peut utiliser leurs pouvoirs. Je me trompe peut-être hein, là-dessus, mais ça ajoute donc encore des trucs à faire et ce qu'il faut retenir, c'est que le système de combat est vraiment hyper plaisant. Je parlais de Tales of Arise ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, en disant que le système de combat et c'est ce qui portait le jeu. Je crois que là, on est un petit peu dans le même type de configuration. Alors peut-être que le scénario est sympa. Moi, dans Tales of Arise, après 10-15 heures, il me convainc pas vraiment, mais là, peut-être que c'est un meilleur élément. Mais par contre, le système de combat est clairement un truc super cool. Si ce qu'on dit sur Tales of Arise vous intrigue et que vous n'avez pas envie d'investir dans le jeu, que ce soit en argent ou même en temps, et ben là, vous pouvez tester un truc qui ressemble un petit peu, si vous avez le Game Pass, sans investir dessous et même sans vous sentir coupable si vous n'y jouez que quelques heures. Je pense que ça vaut vraiment le coup de tester la chose pour voir ce que ça donne. Il y a aussi toute une partie histoire avec les différents personnages, comme je le disais, et les animations qui sont un peu comme certaines de Tales of Arise où ils n'ont pas besoin de faire les animations 3D de toutes les conversations, ils font des images un petit peu comme dans une BD ou un comics, etc. Et bon, il y a plein d'autres systèmes dont je ne vais pas parler, les systèmes d'upgrade, les systèmes évidemment comme dans un RPG classique, on a de l'équipement, on a des potions de soins, etc., etc. Et au final, mon impression est vraiment positive après ces quelques heures de test. Donc ça s'appelle Scarlet Nexus et le système de combat est vraiment sympa. Je vais vous parler également. Ça a l'air Oui, intéressant. dis-moi. Moi, je disais juste que ça avait l'air plutôt intéressant. C'est vraiment sympa, sympatoche, clairement.
J'ai également testé plein de démos sur du Steam, Steam Next Fest. Enfin, plein. J'en ai testé une poignée. Donc, je vais vous donner mes impressions sur cela. Le premier, c'est un truc hyper bizarre qui s'appelle Exo One. Est-ce que tu as entendu parler de Exo One, Jika? Oui, tout à fait, parce que je l'avais vu à une conférence E3 et je crois que j'avais même testé, parce qu'il y avait déjà eu une démo il y a quelques mois, que j'avais testé rapidement et c'était assez hypnotisant. J'ai pas d'autres mots. Ouais, c'est un mot qui est, bah, c'est le terme en fait. C'est un jeu qui est vraiment hypnotisant. On joue en fait sur des planètes et des environnements naturels vraiment magnifiques. On joue une boule, vraiment, c'est juste une boule dont on peut augmenter la gravité, enfin l'effet de la gravité sur la boule, ou le réduire. On a les deux gâchettes et c'est x10 ou fois 0,5 pour la gravité, qui est une gravité comparable à la France, comparable au monde, à la Terre. Et donc on est dans ces environnements avec des dunes ou de la lumière ou ce genre de choses. Et il faut naviguer dans ces environnements, donc simplement avancer en fait, et on peut aussi appuyer sur un autre bouton pour planer. Ça aplatit la boule. C'est de la technologie de pointe des aliens, hein. Ça aplatit la boule et on peut planer. Et c'est vraiment juste ça, en fait. On se déplace et c'est une sorte... je sais pas, c'est pas du skateboard, c'est pas de la course, c'est juste on prend les courbes de l'environnement pour s'élancer et aller le plus loin possible dans ces environnements super super beaux. Et j'ai l'impression qu'il y a rien d'autre du jeu. La démo est assez courte, mais c'est plaisant. Euh, je dirais juste ça comme ça. Ouais, c'est un peu un trip en tout cas en termes de gameplay, à la Flower. Je sais pas si tu te souviens de Flower, ce jeu. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Avant de Genoma Chain, où c'est juste une sorte de truc de balade où par moment tu vas voler très vite, par moment tu vas flotter. Enfin voilà, c'est assez agréable, je pense. Mais effectivement, Exactement. il faut voir derrière ce que ça donne, s'il y a quelque chose derrière que juste un trip visuel, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, c'est un jeu qui a plus de, je sais pas, 10-20 euros. Bon, c'est quand même, ça vaut pas le coup, quoi. Probablement, ouais. Euh, Soda Crisis, c'est un jeu qui, si vous aimez Metal Slug, ça va vous parler. C'est vraiment un jeu à la Metal Slug, une sorte de shoot 'em up où on est un bonhomme qui tire partout. Euh, c'est très sympa dans la démo, la première partie, parce que c'est plein d'actions, il y a plein de trucs qui se passent, on peut escalader, courir, faire des roulades, etc. La deuxième partie, c'est un petit peu genre le tutoriel, et j'ai trouvé ça plus lent et étrangement, comment dire, peu dynamique. Excusez-moi, pardon. Mais je suis désolé, hein, c'est compliqué avec les enfants. Mais le gameplay, en tout cas, est assez sympa. Et c'est vraiment, comme je disais, on a même un grappin. C'est vraiment on peut rentrer dans des véhicules. Enfin, c'est inspiration un peu Metal Slug. Et si vous aimez ce genre de jeu, ça risque d'être vraiment un jeu pour vous. Ça s'appelle Soda Crisis. Entre parenthèses, le Steam Next Fest, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein, donc malheureusement, je crois que si vous n'avez pas déjà testé le truc, vous risquez, c'est un petit peu trop tard. Est-ce que tu es un vrai émo, J.K.? Parce que si c'est Oui, le bien cas, sûr, parce que j'ai... comme tu le sais, tous les matins, je me mets mon call sous les yeux et voilà, je m'habille en corbeau, effectivement. C'est parfait. Eh bien, écoute, les corbeaux, c'est l'un des thèmes principaux de Hunt the Night. Hunt the Night, c'est un jeu dont, quand je l'ai lancé, je me suis dit... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore, les poncifs du jeu indé, des graphismes super rétro-pixel, le truc super émo avec des corbeaux justement, des trucs très sombres, des vampires, des créatures de la nuit, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais jouer quand même parce que je l'ai téléchargé, donc on va rentabiliser. Et puis en fait, je me suis un petit peu laissé happer par le gameplay. Alors c'est un gameplay classique, on a une arme de contact, une épée, ou enfin on peut avoir plein d'armes différentes, mais c'est des trucs genre une épée, une lance, une épée lourde, ce genre de choses. Et puis on a un pistolet dont les balles se rechargent quand on donne des coups d'épée. Donc ça impose de se balader enfin d'utiliser les différents éléments de combat. Et puis on a aussi des
Pardon, des pouvoirs spéciaux, c'est dur aujourd'hui, pardon. Des pouvoirs spéciaux qui se rechargent. On a comment dire, des objets spéciaux qui vont donner des bonus. Enfin, vraiment un truc assez classique. Et puis, enfin, le système de combat, j'en ai même pas parlé. Enfin, le système de contrôle, c'est vue de dessus isométrique, donc sur un plan 2D. C'est presque du Zelda, en fait. Dans beaucoup d'aspects. Un Zelda un petit peu plus dark et un petit peu plus difficile, mais je pense que la comparaison à Zelda est pas usurpée. Et vraiment, comme je dis, le système m'a convaincu. Alors, je dis pas que c'est le jeu de l'année et que je vais l'acheter et le finir quand il sera sorti, mais je crois que pour des gens qui sont... si tout ce que je vous dis là vous parle, c'est peut-être un jeu à garder à l'œil. Je sais plus quand il sort, mais ces démos, généralement, c'est au plus tard, genre 2022. Euh, et c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Ça s'appelle Hunt the Night. Si on peut dépasser un peu l'aspect presque caricatural du emo dark goth dans lequel il se complaît, ou alors si c'est votre truc, hein, tout simplement, bah, je crois qu'il y a quelque chose à en tirer. Donc voilà. Et en plus, il est assez beau pour ses graphismes en Mm. rétro 8 bits pixels. Ouais, non, C'est pas mal du tout. c'est mignon. Moi, c'est vrai que je suis encore client. Alors, pas forcément de cette DA, mais ce style graphique, malgré tout, le pixel art, je suis toujours pas lassé du pixel art, surtout quand il est bien fait. Mm. Donc ça pourrait me plaire. Pourquoi pas. Et le dernier jeu que j'ai testé, c'est compliqué à décrire, hein, ça s'appelle Anno Mutationem, et c'est un jeu qui est graphiquement assez original. C'est de la 3D. Alors, c'est un environnement hyper cyberpunk, ville un petit peu, pas délabré, mais enfin technologique, mais où tout le monde est triste et criblé par la technologie. Et donc, on est dans cet environnement en 3D, presque cel shaded en fait, mais qui est vraiment de la 3D. On se déplace en 2D, mais en 2D sur le plan du sol, c'est-à-dire qu'on peut aller à droite, à gauche et en profondeur. Et notre personnage, elle s'appelle Anne, je crois, elle est presque animée comme un personnage d'animation, d'animé. Et donc on se déplace dans les environnements, on va voir des personnes à qui on doit demander des choses, etc. Et ensuite, il y a des sections où on est dans le système de combat. Et le système de combat, c'est un truc, là encore, avec de la 2D presque comme un jeu de combat, enfin de la 2D plateforme classique, enfin même pas, il n'y a pas beaucoup de plateformes, mais on va droite-gauche et on peut sauter, hein, c'est pas en 3D. Et on a l'épée, comme c'est à la mode, et puis on peut tirer avec un flingue aussi. Et il y a des trucs comme des mouvements de caméra hyper dynamiques, il y a les mises à mort qui sont très impressionnantes, et ces graphismes qui font presque... C'est de la 3D, mais c'est de la 3D qui fait penser à Alone in the Dark, presque. Mais Alone in the Dark, très, très bien plus beau, mais quand même. Donc, c'est vraiment original. Je ne sais pas à quel point ça sera bien. C'est difficile à juger sur la démo, mais en tout cas, c'est intriguant. Ça s'appelle Anno Mutationem, et le travail graphique, les mouvements de caméra, tout ça. Comment s'appelle ce jeu ? Ah, j'ai oublié, c'est un jeu qui a été présenté à plusieurs reprises pendant l'été, pendant le Summer of Games, où il y avait des petits mouvements de caméra très légers qui faisaient passer la caméra de biais et ça zoomait un tout petit peu. Ça te dit rien, Jika, ce jeu-là ? Ah, je me souviens plus de lequel il s'agissait. Moi, ça me fait un peu penser à Narita Boy, mais c'est pas ça, je pense. Non, non, C'est c'est pas un un jeu jeu qui que n'est tu pas encore penses. sorti, je me souviens plus. Bon, bref, il y Last a... Night? Non, The Last Night? Ah, peut-être. Je sais plus. Bon, Non, bref, je donc sais ça plus, me fait ouais. un peu penser à ça avec les mouvements de caméra sur ce Mm. plan 2D, mais parfois ça zoome quand vous faites des mises à mort, ça déplace la caméra, genre ça tilte la caméra, ça oriente la caméra. Donc, bref, c'est intéressant, intriguant, je dirais. Ça s'appelle Anno Mutationem. Tu vois, là, j'ai récupéré la démo parce que ça m'a bien. Enfin, moi, le trailer m'a vraiment bien plu, quoi. Bah, si vous écoutez cette émission avant ce soir, vous pouvez la tester. Je crois que ça s'arrête ce soir à 7 heures ou peut-être demain. Mais voilà. Mm.
Écoutez, voilà pour tous les jeux qu'on a testés, ça faisait de la matière. Quoi d'autre? Alors, il y a plein de jeux auxquels on n'a pas pu jouer, hein, évidemment. Il y en a, comme ces dernières semaines, énormément qui sortent. Il y a New World qui continue à être hyper populaire. Moi, j'ai un petit... Je veux pas être le mec chiant sur New World, mais je trouve que Amazon crie un peu victoire, et sur les MMO c'est quand même sur le long terme que tu peux. Il y a Jeff Bezos qui a fait un tweet genre ah enfin on a un succès dans le monde du jeu vidéo et bon c'est un jeu qu'ils ont beaucoup vendu, c'est genre le plus gros, le record de Steam, les meilleures notes, le plus gros nombre de joueurs en concurrent, enfin de nombre de joueurs en simultané depuis les débuts de Steam. Enfin c'est clairement un succès, il y a aucun doute là-dessus sur le lancement. Mais un MMO c'est sur le long terme que tu vois si c'est un succès. Il y a plein de MMO qui ont été très appréciés au lancement. Et puis, 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus personne sur les serveurs. Et celui-là, il est tellement basé sur le jeu des factions et du serveur. Ils ont été obligés de doubler le nombre de serveurs. Quand les joueurs vont partir, qu'est-ce qu'ils vont faire si la faction devient déséquilibrée, etc., etc. Je, je pense qu'il est trop tôt pour crier victoire pour New World. Dans le cadre d'un MMO, si c'était juste un jeu qui vendait comme ça et c'est fini, il n'y a pas d'abonnement, mais il y a des trucs cosmétiques, ils veulent sûrement vendre des extensions. Moi, je crains dans 2 mois les gens qui sont sur des serveurs où il y a la moitié de la population qui est partie. Parfois, ça déséquilibre entre les différentes factions. D'expérience, j'en ai vu beaucoup des MMO et je serais un petit peu plus prudent que ce que n'ont dit certains, quoi. Et puis il y a aussi Timberborn, le jeu de construction, le city builder avec des castors, qui évidemment est sorti en early access et qui a l'air évidemment hyper charmant. Donc ça, on peut y jeter un coup d'œil aussi, mais on n'a pas eu le temps. Quelques petites news pour finir. Alors, on va aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Ghost Recon Frontline a été annoncé. C'est un Battle Royale d'Ubisoft basé sur les licences Ghost Recon. Moi, je dis pourquoi pas. Je sais pas, pourquoi pas, ça peut être bien. Comment c'est quoi ma formule officielle? Ouais, je sais pas, ça peut être pas mal, pourquoi pas, un truc comme ça. On a tendance à se dire, est-ce qu'on a encore besoin d'un Battle Royale? Mais peut-être, avec la mécanique Ghost Recon. Je t'ai entendu soupirer, hein, JK, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Non, non, j'attends de voir. Non, mais surtout, je repense à Breakpoint qui a quand même pas été un grand Mm. succès. Je me dis que là, ils partent sur autre chose. Donc, à la limite, tant mieux qu'ils partent sur autre chose, tu vois. Et Mm. il leur manque, pour le coup, leur vrai succès free-to-play, parce qu'ils en avaient lancé un, là, il y a quelques temps, là, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça avait pas pris. Ouais. Le Un truc Battle très Royale, arcade, oui, je me souviens même plus ouais, du où tu nom, pouvais mais... sauter partout, etc. Et c'est vrai qu'il leur manque leur Battle Royale, mais bon, ils vont peut-être finir par y arriver, quoi. Et puis, ils gèrent les jeux sur la durée, hein, surtout les jeux comme ça. Chez Ubisoft, Oui, c'est vrai, ils ont un c'est certain vrai. nombre de succès qu'ils ont maintenus à la force du poignet, comme For Honor ou Rainbow Six Siege. Donc, C'est ça, là où ils sont bons, c'est que pour le coup, c'est que ils arrivent quand même souvent à des jeux qui au lancement sont pas très bons, pas terribles, etc. Ils arrivent à vraiment leur redonner une seconde vie. Ça a été le cas de Rainbow Six, effectivement, de For Honor, qui est toujours bien très, très joué, etc. Donc bon, peut-être que Ghost Recon ça va peut-être être pareil, hein. un Battle Royale basé sur des jeux d'objectifs, ça pourrait être intéressant. Bon, faut bien jouer Mm. avec sa team. Le remake de Grand Theft Auto Trilogy, GTA 3, Vice City et San Andreas semble vraiment se confirmer. C'est encore des indices ici et là, mais bon, là, on n'en est plus très loin. Twisted Metal, il serait en cours de développement pour une nouvelle imagination, enfin, un nouveau jeu Twisted Metal. Je comprends pas bien pourquoi Sony s'acharne sur Twisted Metal. J'ai pas l'impression qu'il y a une nostalgie énorme pour ce jeu, mais bon, clairement, il semble penser que ça pourra donner quelque chose. Euh, t'as vu Fire Girl? C'est un jeu qui a l'air assez marrant. C'est Non, pas du tout. une preview qui il sort le 14 décembre. On joue une pompière, c'est peut-être comme ça qu'on dit, et c'est un hack and splash où on doit arrêter le feu et ça a l'air très dynamique. C'est en il y a rétro-graphique, rétro... Putain, mais j'ai perdu le nom. En Ah, pixel c'est rétro. du pixel art. Pixel art. Merci. Vraiment, ça va pas, Oui, hein. c'est le terme.
Pixel Ah art, oui, oui, si t'as voilà, besoin de tu dis, et ouais. bon, c'est Ouais. marrant. Fire Girl, C'est ça m'a super l'air mignon, ouais, sympa. ouais, ça a l'air drôle. Ouais, Ça a l'air sympathique. effectivement. Il y a un jeu en 8K 60 FPS, c'est The Tourist sur PS5. Bon, si vous avez une télé 8K, à vrai dire, ça peut améliorer les graphismes même en 4K de sursimpler. Donc bon, on peut dire un mot Mmh. sur le désastre eFootball. On parlait de Konami tout à l'heure et de leur gestion des licences. eFootball, c'est la nouvelle version de PES qui est gratuite et je pense qu'il est difficile d'ignorer toutes les. En fait, je disais tout à l'heure, New World, c'est le jeu le mieux noté de l'histoire sur Steam. C'est pas du tout ça en fait. C'est effectivement le jeu qui a la plus grosse quantité de joueurs en simultané sur Steam. Mais en fait, ce à quoi je pensais, c'est que eFootball, c'est le jeu le moins bien noté de l'histoire sur Steam. Il y a des problèmes de graphisme, il y a des problèmes de modèles qui sont déformés un petit peu à la Assassin's Creed Unity à l'époque. Enfin, c'est une horreur. Konami s'est excusé platement pour ces problèmes. Bon, c'est un jeu gratuit, mais on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait avec PES, quoi. Comment ils ont fait. En plus, le jeu est extrêmement dénudé dans sa version gratuite. Bon, c'est normal, après, on peut payer, mais ça donne pas confiance en. Ça donne pas confiance en Konami, on va dire. Je vais le dire comme ça. C'est assez ignoble. Quoi d'autre Sony a lancé les tests gratuits enfin les tests de jeux sur PlayStation. L'idée est cool, c'est-à-dire qu'on peut télécharger un jeu et le tester pendant quelques heures. Ils ont lancé avec Death Stranding et Sackboy: A Big Adventure. Le problème, c'est que le décompte du temps pendant lequel on peut le tester commence au moment où on lance le téléchargement. Il faudrait le lancer au moment où on lance le jeu. Moi, je pense que ça serait quand même bien mieux. Ou au minimum, au moment où le téléchargement est fini, je sais pas. Bon, espérons qu'ils changeront ça. Pour les gens pour qui le téléchargement prend très longtemps, c'est quand même un petit peu problématique. Et puis même, c'est gênant. Si on a 5 heures de jeu, on aimerait bien pouvoir profiter de nos 5 heures de jeu sur ce truc. Mais l'idée d'un test de jeu, c'est plutôt cool. Je crois pas qu'il y ait sur console. À vrai dire, je pense pas qu'il y ait de système. Alors là, c'est que 2 jeux, hein, mais ça serait cool d'avoir pour plein de jeux. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de système sur d'autres consoles, à moins que je me trompe. J'ai pas Non, effectivement, je crois l'impression. pas. Mmh. Je, Peut-être que le je chat pense va nous contredire, mais Peut-être. Je pense pas qu'ils le feront sur tous les jeux parce que clairement 4 ou 5 heures ça peut te suffire pour te dire que tu veux pas le jeu mmh. ou même te donner suffisamment de ce que tu voulais du jeu et puis tu te retrouves à plus l'acheter après. Enfin, espérons qu'ils changeront le début du timer. Euh, Phil Spencer a dit que les pénuries de consoles continueront bien longtemps en 2022. Il y a plein de problèmes, donc malheureusement, si vous n'avez pas encore eu votre Xbox, on imagine que ça sera la même pour les autres. Bon, bah voilà. Il y a Twitch, on en parlait tout à l'heure, ils sont en train de tester une fonction promotion des streams, des streamers que vous aimez en payant. C'est-à-dire qu'au lieu de vous abonner à un streamer, vous pouvez payer pour, en fait, faire de la pub pour ce streamer sur le site de Twitch. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. Je comprends l'idée, mais c'est quand même un peu... Bon, le problème de Twitch, c'est que c'est difficilement, entre guillemets, découvrable. Alors là, ça donne de la visibilité à une personne que vous appréciez. Mais est-ce que la personne préférerait pas avoir les sous de votre abonnement? Peut-être que vous voulez en faire en plus de votre abonnement. Enfin bref, je sais pas, c'est bizarre, quoi. C'est étrange. Il y a les achievements qui arrivent sur l'Epic Game Store. Il y a des gens qui sont contents. T'as vu l'histoire de l'international, le tournoi de Dota 2? T'as vu ce qui s'est passé? Non, non, pas du tout. Ils ont dû l'annuler. En fait, ils avaient dû déjà le déplacer. C'était où? C'était, je veux pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. Si, c'était en Roumanie, c'est ça. Et ils ont dû l'annuler parce que en Roumanie, visiblement, personne veut se faire vacciner et donc il y a une augmentation du nombre de Ah, cas de Covid. Ils avaient lancé OK. les ventes de places, parce que c'est un événement, un tournoi hein, avec un public. Ils avaient lancé les ventes il y a genre 2 semaines. Ils ont dû annuler et rembourser tout le monde. Il y a des gens qui avaient acheté leurs billets d'avion, leurs hôtels, etc. Enfin bref, c'est grosse catastrophe pour l'international. Bon, ils le feront quand même, hein, mais sans audience, évidemment. On parlait d'ailleurs il y a une semaine de
certaines équipes qui avaient été testées positives. Donc, c'est pas encore ça pour les événements in-person, en tout cas en Roumanie. Et tu as vu cette vidéo, ça j'imagine que tu l'as vu, la vidéo du Steam Deck, du démontage du Steam Deck qui est magnifique. Ouais, je l'ai vu passer vite fait, mais je l'ai pas regardé en entier. Et en fait, c'est très drôle parce que c'est Valve qui dit, alors, on va vous montrer comment ça se démonte, un Steam Deck, mais alors vraiment, il faut pas que vous le fassiez vous-même. Sérieusement, ne le faites pas, quoi. On vous montre, mais vous avez énormément de chances de casser votre truc. Donc, le Ouais. ton est vraiment, vraiment bien trouvé. J'ai trouvé ça très malin et intéressant en Ouais, plus. ils communiquent bien, là, je trouve, pour le coup, contrairement à d'autres produits, tu as l'impression qu'ils y croient un peu plus là, pour le Ouais, Steam Deck. Donc, bon, même si là, si tu en veux un, je crois, c'est deuxième semestre 2022, je crois, la livraison. Enfin, quelque bon, chose comme ça, voilà. ouais. Ouais, Ouais. ouais. Bon, j'imagine que les tests vont bientôt arriver. C'était décembre la sortie, si je ne m'abuse. Peut-être que Ouais, normalement, les premières livraisons, ce sera décembre. c'est ça. J'imagine que certains auront la bestiole à tester avant la sortie. Bah, j'espère qu'on pourra en parler. Pas nous, Euh, enfin, enfin, pas nous. On verra, mais ouais, ouais. dommage. Quoi d'autre? Windows 11 est disponible depuis hier ou avant-hier. Euh, visiblement, pour les processeurs AMD, il y a des problèmes de performance avec Windows 11 qui vont de 3 à 15%, en particulier pour les jeux e-sport. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ils sont en train de travailler sur un patch, donc ça devrait arriver. Mais si vous êtes si les FPS dans vos jeux plutôt orientés e-sport sont importantes pour vous, ne passez pas à Windows 11. À vrai dire, je pense que si vous voulez être sûr que tout fonctionne sans problème, attendez un petit peu avant de passer à Windows 11. Je pense que c'est une Ouais, comme d'hab, hein, bonne mais stratégie. ouais. Euh, Genshin Impact, on va faire quelques chiffres en quick-fire. Genshin Impact a gagné 2 milliards de dollars en un an. Honor of Kings a fait rentrer 10 milliards de dollars depuis son lancement en 2015. On parle essentiellement de jeux mobiles. Hein. Rien qu'en 2021, donc l'année n'est pas terminée, ils ont fait 2 milliards rien que sur 2021. On parle de Honor of Kings. Donc, il y a des jeux qui se portent bien. Et puis, dans le domaine des jeux, Apple a rentré en profit, uniquement en profit, 8,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2019. 8,5 milliards de dollars, c'est sur la commission de 30% sur leurs revenus sur l'App Store. Je dis Apple en profit, je parle uniquement des profits sur le jeu vidéo, évidemment, hein, vous vous en doutez. C'est 2 milliards de plus que les profits combinés de Sony, Nintendo, Microsoft et Activision Blizzard. On parle des profits, hein, pas des revenus, encore une fois. Et évidemment, Apple n'a pas développé un seul jeu, hein, mais ils ont rentré plus de profits que Sony, Activision, Nintendo C'est et incroyable. Microsoft. C'est assez Maintenant, incroyable. ce serait bien qu'ils communiquent sur le nombre d'abonnés à Apple Arcade, on n'a jamais su. Donc, C'est bon, vrai. s'ils communiquent pas en général, en tout cas à leurs yeux, c'est pas satisfaisant, mais bon. Oui, j'imagine. Bon, c'est pareil avec Apple TV, etc. Mais c'est marrant, disons que Oui, bien le sûr. chiffre en lui-même de presque 10 milliards est impressionnant. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant à mon sens, c'est qu'ils ont fait plus que les plus grosses sociétés du jeu vidéo réunies. Ça, c'est Ouais, le truc le plus notable, quoi. parce ils ont des coûts beaucoup moins élevés aussi, Ah bah oui, j'imagine, évidemment. il, forcément. il, bah là, c'est que les 30% sur l'App Store, c'est les 30% de commission. Et leur coût, bah, c'est Oui. le maintien de l'App Store. Il y a des frais, évidemment. Mais bon, donc, Ouais, mais clairement, bon, ça fait par beaucoup rapport à ce que d'argent. dépensent Activision ou Nintendo ou Sony, oui, c'est clair. Mm. Une nouvelle triste, je pense, tu vas être vraiment désolé. Randy Pitchford quitte la direction du jeu vidéo chez Gearbox. Alors, il va se concentrer sur d'autres choses, hein, les films, tout ça, mais il va plus être en charge du jeu vidéo. C'est triste, hein. Je suis anéanti par cette nouvelle, Je vraiment. pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose. En fait, j'en sais rien. Hein. Pitchford, on voit son image publique, ça se trouve, c'est un type très bien, mais il inspire pas confiance, je trouve. Ouais, je crois il a pas une très bonne répute dans le milieu, même si voilà, même si moi j'aime bien Borderlands et tout ça, j'aime bien les jeux, j'ai globalement bien les jeux Gearbox, mais le personnage a priori, oui, est pas hyper, Mm. hyper apprécié, quoi. Bon, après, peut-être qu'on on se base sur des rumeurs et il était très sympa, mais voilà. Disons que dans ses vidéos de présentation sur les conférences Gearbox, souvent il est très cringe. Et bon,
Mais bon, il Ouais, y a complètement, aussi ouais. toutes les histoires de machin, bref. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est plus que, bon, Borderlands 3, c'était sympa, mais voilà, le jeu d'avant, Battleborn, bah, c'était un gros plantage. Il n'a pas été très cool avec ses équipes, mais bon, bref, on verra. C'est un ancien de la boîte qui prend la direction du jeu vidéo, donc ça reste dans la famille. Et on a eu la confirmation que les Game Awards auraient bien lieu en décembre et avec un public. Alors ça changera peut-être, mais c'est le 9 décembre, donc la prochaine grande fête du jeu vidéo avec notre ami Jeff Keighley qui nous avait bien manqué depuis, quoi, ça doit faire 3 jours qu'on l'a pas vu dans un stream sur Twitch. Et ben, il nous revient le 9 décembre, donc ça va être un moment sympathique évidemment. Et voilà pour toutes les news et pour cet épisode du Rendez-vous Jeu. Un grand merci à Jika d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux nous rappeler où tu es sur Internet quand tu n'es pas dans l'émission ? Oui, tout à fait. Je suis sur jeuxvideo.com pour des sujets tech, tech hardware et compagnie. Donc, bah, le test de la Switch OLED, par exemple, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je suis aussi sur ZQSD, le podcast de référence, évidemment, du jeu vidéo sur PC. On parle on parle de jeux vidéo PC en mangeant des chips et en buvant probablement probablement des boissons alcoolisées, mais il faut pas le dire. Et, Pourquoi il ne et faut pas le voilà. dire ? Et puis, bah, Vous si, avez le droit, hein ? non, mais bien sûr, en plus, à une époque, je crois qu'on n'avait pas trop le droit de consommer. Je crois que je sais pas Ah, si ça dépend vraiment à c'est qui ça pas s'adresse. Oui, Twitch. d'accord, ouais. Ouais, cela dit, à une époque, on le faisait sur Twitch, et donc peut-être sur Twitch, ça posait problème, mais maintenant, on le fait plus, donc de toute façon, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. Mais, et voilà. Et aussi sur le journal du hardware, tous les vendredis à 16h30 sur le stream, bah, pareil, émission hardware qui dure presque 2 heures. Et demain, on va justement parler de la Switch OLED, entre autres, et de Windows 11. Magnifique, merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous savez que vous pouvez soutenir l'émission, c'est le plus important de tout ce que vous pouvez faire après avoir écouté cet épisode. C'est de vous, non pas d'aller la soutenir, mais de vous poser la question vraiment, de vous dire, est-ce que cette émission, elle est cool ? Et si oui, est-ce que je veux lui donner un petit euro, le prix un croissant, une chocolatine, un café, un sandwich ? C'est vous qui décidez, vous allez sur patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes montre en main pour s'abonner et vous aurez non seulement droit à des bonus super cool, mais en plus vous aurez le plaisir, le vrai plaisir de vous dire que vous participez à la vie, à la production, à l'existence du Rendez-vous Jeu, et ça n'a pas de prix. On se retrouve dans 1 minute pour l'after show pour ceux justement qui soutiennent l'émission, et pour tous les autres, je vous dis à dans 1 semaine et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao. Salut!